Salut tout le monde, je suis aujourd'hui dans les locaux de la Redbox avec Maxime alias Amixem pour une nouvelle interview en 12 questions. Donc je te laisse te présenter brièvement et après on pourra attaquer les questions. Eh bien bonjour, déjà, me présenter, je m'appelle Maxime, je fais des vidéos sur internet, sur YouTube, ma chaîne c'est Amixem. Et je sais pas vraiment définir ma chaîne, je sais pas comment la résumer. On va dire que le fil rouge c'est l'humour, après même si c'est très subjectif l'humour, mais c'est le fil rouge. Et donc je fais des vidéos exploration, je fais des vidéos gaming, je fais des vidéos réaction, et puis tout un tas d'autres trucs que je ne sais pas décrire. Voilà, j'essaie de faire ce qui me fait plaisir sur ma chaîne. Voilà. Et puis récemment on a créé la Redbox avec des collègues youtubeurs, qui est un espace dans lequel on tourne les vidéos et on a tous nos studios, on a tout regroupé à un même endroit c'est arrangé, ça s'appelle la Redbox. Voilà. Très bien, donc comme d'habitude, vous allez avoir le droit au minutage correspondant à chaque question pour vous rendre directement à celle qui vous intéresse. Et avant de commencer, je précise qu'Amixem ne connaît pas les questions à l'avance. Allez, c'est parti alors. Ok, du coup, première question. Dans quelques semaines, tu atteindras les 4 millions d'abonnés. Tu es ce qu'on pourrait appeler un personnage public dans le paysage YouTube francophone. Penses-tu que les youtubeurs avec autant d'abonnés ont une certaine responsabilité vis-à-vis notamment de leur jeune public qui a tendance à les prendre en exemple? Waouh. La réponse est évidemment oui. On prend conscience de l'ampleur et de l'ampleur, on va dire, de la communauté et de l'influence qu'on a. Quand on dit peut-être des bêtises. C'est-à-dire que si demain, j'ai n'importe quoi, on dit que la ville d'Alençon est remplie de gens pas fréquentables et qu'il faut faire une guerre sur la ville d'Alençon, il y a forcément des gens, une petite proportion des 4 millions qui vont y croire et qui vont attaquer Alençon. J'adore Alençon, mais simplement, tu vois, je vois ce que tu veux dire. C'est horrible. Donc là, évidemment, c'était un exemple idiot, mais sur des choses, sur des idées, sur des petits sous-entendus que tu vas laisser, qui vont être une vanne, que tu vas pas forcément, à laquelle tu vas pas vraiment penser, que tu vas laisser au montage. Derrière, il y a des gens, des milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes, qui vont peut-être le prendre au pied de la lettre, qui vont mal l'interpréter, et il faut faire hyper gaffe. Moi, je suis pas un youtubeur engagé comme chacun sait, je fais des vidéos humour, j'aime faire découvrir des trucs à travers les vidéos voyage, les plans au drone, etc. Les vidéos urbex un petit peu, donc j'ai pas... je me pose moins la question parce que je porte pas de propos politiques, si tu veux, je suis pas un youtubeur engagé, donc c'est plus simple pour moi de gérer ce côté-là. Mais j'y fais hyper attention et je sais que si demain je dis tel truc est nul, il y a une partie de ma communauté qui va se dire ça c'est nul, c'est sûr. Et voilà, et à l'inverse, voilà, ça marche entre les youtubeurs, c'est-à-dire que si y a un mec qui dit qu'Amixem est nul, il y a des gens qui vont suivre comme des moutons et qui vont dire qu'Amixem est nul. Il y a une très petite part de YouTube qui pense par soi-même, une très petite part du monde entier qui pense par soi-même. Donc, donc du coup, ouais, faut faire vraiment hyper gaffe. Et je fais de plus en plus gaffe parce que, en fait, il y a eu pas mal d'exemples dans des vidéos que j'ai sorties où, tu sais, des fois, tu as une petite voix qui te souffle, mais tu l'entends pas vraiment. Elle te dit ça, moyen. Et cette petite voix, avec le temps, je l'écoute toujours en fait. J'essaie de me dire, ok, là j'ai un petit doute, donc je pense qu'il va se passer quelque chose. Et parfois, la petite voix, elle dit rien du tout. Et au montage, tu laisses un truc, et effectivement, les gens vont réagir dessus alors que tu n'avais même pas pensé à ça. Ouais, j'ai un exemple de vidéo qui m'avait vraiment frappé. Et toi qui aimes les animaux, c'est intéressant d'en parler avec toi. C'est une vidéo sur Moral Machine, qui est un truc développé par le MIT. Et en fait, c'est un espèce de formulaire en ligne. Tu as des choix. C'est pour, en gros, inculquer à la future voiture autonome quels seront les futurs choix qu'elle devra faire face à des situations complexes, type t'as un chien qui traverse la route à droite, t'as une femme enceinte qui traverse à gauche, et la voiture ne peut plus freiner, et donc elle doit choisir, vu qu'elle a une intelligence artificielle, quelle personne elle va devoir malheureusement écraser, parce qu'il n'y a plus le choix. Alors il y en a plein qui n'arrivent pas déjà à capter le délire et à se dire il n'y a plus le choix, on est face à cette situation, et il faut donner à l'intelligence artificielle une idée, une indication. Et en fait, le truc très malin du MIT, c'est que tout être humain, tout un chacun peut remplir ce formulaire avec tout un tas de questions et de situations de plus en plus complexes. Tu lui donnes, toi, ce que tu penses être le mieux, et la voiture autonome sera construite à partir de l'ensemble des réponses des gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est cool. Donc, je trouvais le concept hyper intéressant. Le ton que j'ai donné à la vidéo était un ton humoristique qui n'est pas forcément adapté au sujet. Mais en même temps, moi, j'aime rire de tout et je pense que ça permet de faire découvrir ce genre de trucs sérieux. Voilà, clairement. C'était un moyen d'aborder de manière peut-être légère un sujet qui est hyper lourd. Et dans des situations, et là, en même temps, j'ai pris le recul sur moi, mais dans des situations où tu as un enfant
et un animal, pour moi, il était logique, je vais peut-être encore me faire taper dessus, c'est pas grave, mais pour moi, il était logique d'épargner l'enfant, tu vois. Et je me suis rendu compte à quel point il y a des moustiques à la radio. Je te dis, c'est vraiment là, on est sur des. On est sur. C'est bon. Yes! Oh, du premier coup. Ouais, bien joué. Donc j'adore les animaux. Le mec qui dit ça. Non, mais je me suis rendu compte à quel point. Ça, c'est des choses que j'ai pas du tout pensé avant de publier la vidéo. Pas du tout, je me suis pas du tout dit, ok, ça va choquer, tu vois. Et pourtant, il y en a qui t'ont dit, la vie d'un animal vaut. Exactement. Et c'est un argument qui s'entend carrément, tu vois. Mais que je partage pas. Donc après, voilà, c'est ce genre de vidéo, tu la publies, tu penses qu'il y a pas de problème, et finalement. Ouais, après j'avais en tête aussi qu'il faut pas que tu sois trop vulgaire non plus, que tu fasses pas. Enfin, je sais que tu joues à des jeux vidéo avant, qu'il faut pas que tu joues à des jeux vidéo trop violents, j'imagine, ou des choses comme ça. Quand t'as un certain seuil d'abonnés, faut vraiment faire attention à toutes ces choses-là. Même ne pas dire certaines généralités en fait. Tout simplement. Ouais, c'est clair. J'ai jamais été confronté, tu vas me dire, à ce problème-là, où j'aurais eu un jeu un peu trop violent et je me suis dit non, là je le mets pas. J'ai jamais été confronté à ça. Mais... Et ça t'arrive pas du coup de t'auto-censurer à cause de ça? J'ai pas d'exemple. Toi, par exemple, tu fais un peu d'humour noir trop trash ou quelque chose comme ça, et tu te dis ah ça, non, je peux pas le laisser au montage. Ouais, si ça arrive, ou des fois ça arrive. Quelque chose que du coup t'aurais laissé si t'avais eu que 50 000 abonnés, imaginons. Et que là tu te dis bon là, maintenant j'ai 4 millions d'abonnés, c'est plus possible de laisser ça dans une vidéo. Intéressant. Je me pose pas la question, je me dis pas ok maintenant j'ai trop d'abonnés pour ne. Franchement, je pense que j'aurais censuré ça, je sais pas, mais je pense que j'aurais censuré ça de toute façon, même si j'avais eu 50 000 abonnés. Parce que même à l'époque, je trouvais que c'était beaucoup. Mais ça arrive quasiment exclusivement lorsque je suis avec d'autres personnes sur la vidéo. Et que ça part dans une espèce d'ambiance, tu sais, entre potes, où t'as des private jokes qui fusent, où tes potes ont capté peut-être la subtilité d'une vanne un peu moyenne, un peu borderline. Et qu'au montage, tu te rends compte que, en fait, c'était dans l'effervescence du truc que nous on a compris, mais que pour pas mal de gens interprété différemment. Coup, mais c'est vrai que je me fais pas la réflexion. En tout cas, je me suis jamais fait la réflexion de me dire est-ce que je l'aurais publié si j'avais eu 50 000 abonnés. C'est hyper intéressant. Je ferai ça dans le futur. Je me poserai la question. Mais je pense que j'aurais censuré quand même. Je pense. T'as jamais eu de gros problèmes de toute façon, toi, à ce niveau-là? Non, je pense pas, non. Franchement, Moral Machine, je te l'ai cité parce que c'est vraiment l'exemple qui m'a le plus frappé, où vraiment il y avait dans l'espace commentaire des gros clivages, quoi. Ok. Du coup, deuxième question. Ouais. Lors de la 20e édition du 4L Trophy en 2017, à laquelle tu as participé avec Cyril, vous avez fait un don de 35 000 € à l'association Les Enfants du Désert, ce qui a notamment permis de rénover et construire plusieurs écoles au Maroc. Penses-tu que les youtubeurs à succès se doivent d'en profiter pour aider des associations et sensibiliser leur jeune public sur certains sujets? Nous, on l'a fait avec Cyril, d'abord pour le côté humanitaire, en fait, parce que quand on a parlé avec Cyril, c'est d'abord parti d'une volonté de faire un truc humanitaire, et le 4L Trophy était un moyen de le faire, parce qu'il y avait à la fois le côté production vidéo et humanitaire qui était important. On avait deux envies, si tu veux, dans ce projet-là. On avait envie de faire un truc de sensibilisation, un truc humanitaire qu'on partage en vidéo, attirer l'attention des gens sur un problème. Ce qui vous a attiré le plus dans le 4L Trophy, du coup, c'était vraiment le côté humanitaire plus que le côté on roule dans le désert. Moi, c'était 50-50. Cyril, je pense que c'était un bon 60-40 côté humanitaire. Okay. Et le 4L Trophy, c'était le moyen de le faire. Mais Cyril m'en parlait. On en parlait même tous les deux depuis longtemps. J'en ai même parlé avec d'autres youtubeurs, avec Lucas, etc., bien avant. Sur d'autres problèmes, si tu veux, notamment les enfants malades. Je fais un petit peu des parenthèses, c'est pas grave, mais notamment les enfants malades qui regardent comme tous les enfants YouTube et les youtubeurs, et qui dans la majorité des hôpitaux n'ont pas accès à internet. Et donc on avait évoqué à un moment avec les youtubeurs le fait un petit peu d'obliger les opérateurs à équiper les hôpitaux d'internet ou de clés 4G pour que les gosses ils aient internet, quoi. Ah, c'est pas mal comme idée, ça. Ouais, tu vois, et ça c'est les petits projets qu'on avait évoqués avant le 4L Trophy. D'accord, ça s'est jamais fait, ça, du coup, j'ai pas eu vent de... Alors, la réponse est simple, c'est qu'aucun opérateur ne répond. En fait, le problème, c'est que les opérateurs... ça leur fera une bonne image, du coup. Ouais, mais en fait, ils ont trop peur parce que les opérateurs, ils ont peur de débloquer les clés 4G de manière illimitée au niveau data. Et ils ont peur de laisser ce genre de carte SIM dans la nature parce que après, j'imagine que c'est piratable, j'en sais rien. Mais en tout cas, ni Free, et pourtant...
Certains ont eu, je vais pas rentrer dans les détails, mais certains ont eu Xavier Niel au téléphone, tu vois, c'est allé très loin pour essayer de faire bouger les choses, et ils ont trop peur d'appuyer sur un bouton et d'unlocker en fait des, voilà, bon, bref. Ouais. On a eu ces discussions-là avant le 4L Trophy, et quand le 4L Trophy s'est présenté, c'était l'occasion du coup de concrétiser quelque chose, quoi. On s'est lancé dedans sans aucune aide financière au début, il fallait chercher, tout faire du début. C'est comme ça que s'est créé le premier contact avec Webedia. Avec Fanta du coup. Avec Fanta, parce que c'est Fanta qui a sponsorisé ça. C'est la première relation que j'ai eue avec Fanta. La première fois que je les ai rencontrés, c'était pour le 4L Trophy. Et il y avait que Webedia qui était, c'est pas pour les défendre ou quoi, hein, parce que Webedia c'est Webedia, mais c'était les seuls qui étaient en capacité de dire ok, votre école elle coûte tant, parce qu'on avait le devis en dirhams, je me souviens, je crois qu'il y avait 140 000 dirhams ou quelque chose comme ça pour construire la première école, vous ferez la conversion en euros, et donc c'était les seuls en capacité de dire ok, bah nous on peut apporter telle marque en face et go on y va. Moi je me suis pas posé la question de me dire ok il faut que je fasse de l'humanitaire parce que c'est important ou parce que j'ai une grosse audience et donc il faut le faire. J'ai toujours eu envie de le faire. Là c'est très personnel ce que je veux dire, mais j'ai ma femme qui est médecin, qui est pas passionné d'humanitaire, mais qui est, on va dire, très altruiste dans sa personnalité, et qui du coup, voilà, comme je partage ma vie avec elle depuis presque 10 ans, ça va très loin, dis donc, cette interview. Non, mais du coup, c'est important d'expliquer ça, parce que du coup, personnellement, j'ai un affect pour ça, beaucoup grâce à ma femme, tu vois. Mais j'ai un gros affect par rapport à ça, et du coup j'avais envie de le faire et j'ai toujours eu envie de le faire, et en fait je le fais aussi beaucoup, mais hors caméra. Le 4L Trophy c'était génial parce que c'est à la fois une aventure à partager en vidéo et de l'humanitaire, mais l'humanitaire avec Cyril on fait des dons et on fait pas de vidéo pour dire j'ai fait un don, tu vois. Donc voilà, il y a une association que je place si tu veux bien, qui s'appelle Marie Rêve et Espoir, qui aide des enfants malades, qui est dans la région d'Angers, avec qui j'ai travaillé depuis bien avant que je fasse du YouTube. On avait organisé une espèce de kermesse pour eux, c'était excellent. Et du coup, voilà, je travaille avec d'autres boîtes. L'humanitaire a toujours été un petit fil rouge en background. Voilà. Ok, c'est cool. Mais j'ai jamais eu la démarche de me dire, ok, j'ai 4 millions d'abonnés, il faut le faire, c'est important, t'as une audience. Mais c'est plutôt une chance, quoi. C'est un truc de dingue. Moi, j'ai pas, si tu veux, j'ai pas de combat personnel. Peut-être, je sais pas, comme toi avec les animaux, c'est tout à fait louable. J'ai pas un combat qui me tient à cœur plus que d'autres. Donc c'est en fonction des opportunités, en fonction de ce qui me touche, en fonction de... Voilà. Ça vient un peu au fur et à mesure, mais si ça passe de Rohingyas au Maroc aux animaux, ça me va, il n'y a pas de problème. Parce que tu vois, là, dans la première question, on parlait que les gens peuvent prendre tes paroles vraiment au pied de la lettre. Donc du coup, plus ou moins, tu les influences. Tu peux vraiment influencer directement des centaines de milliers de personnes, si ce n'est des millions. Et je me dis, quand t'as un pouvoir comme ça entre les mains, est-ce que t'es pas obligé, entre guillemets, d'en faire bon usage et de dire, bah tenez, vous pouvez par exemple faire telle bonne action pour telle association. C'est un pouvoir, mais il a de la mana, le pouvoir. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il est pas... la crédibilité que t'accordes les gens, elle est utilisable à une certaine dose. Et si, par exemple, je prends Jérôme Jarre, qui est incroyable, l'action qu'il mène pour l'avoir eu de vive voix au téléphone, etc., c'est incroyable. Il compte pas ses heures, il compte pas ses jours, il a carrément arrêté son activité en fait de divertisseur public, on va dire, pour se consacrer à l'humanitaire. Mais moi je trouve qu'il a peut-être un petit peu perdu, en fait, pas en crédibilité, mais on sait que Jérôme Jarre, quand il va s'adresser à quelqu'un, c'est forcément pour parler de ça maintenant, aujourd'hui. Quand il va prendre la parole, on sait que ça va être pour de l'humanitaire. Donc pour la jeune génération qui débarque, tu vois, et qui n'a pas forcément connu les vines de Jérôme Jarre, ils vont lui accorder peut-être un petit peu moins de crédit, parce qu'il est plus, c'est plus le mec qui te fait marrer, tu vois. Alors qu'il y a peut-être plus de force quand dans une vidéo Le Bon Coin épisode 9, je dis n'importe quoi, je vais attirer l'attention sur un problème d'un coup comme ça alors que les gens s'y attendaient pas. Je me prends un exemple, mais ça marche avec tout le monde. Faut pas trop en abuser, du coup. C'est ça. Et en fait, j'ai conscience de ce truc-là et je veux vraiment l'utiliser à un moment donné à bon escient, tu vois. Donc je me le garde un peu en réserve. Ça veut pas dire que je l'utilise pas, mais c'est que je me dis que j'ai envie de frapper fort à 1 ou 2 ou 3 moments dans ma carrière. Et j'ai pas envie d'en faire trop pour épuiser ma crédibilité à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si c'est très clair. Je vois. Non, j'ai compris. Voilà. Ok, du coup, troisième question. Dans une vidéo de septembre 2017, tu as annoncé t'être marié. Et à en voir les questions posées pour tes FAQ, beaucoup d'abonnés souhaitent que tu fasses une vidéo avec ta femme. D'accord.
J'ai regardé toutes les questions qui avaient été raison. posées sous ton hashtag Twitter, là, et il y a pas mal de questions en rapport avec ça. Et je l'ai évité. Non, mais j'ai Là, vu. je ne pourrais plus. En décembre 2017, tu as également eu pas mal de fans devant chez toi, suite à une vidéo de McFly et Carlito montrant ta porte d'entrée. J'en viens donc à ma question, arrives-tu encore à séparer ta vie privée de YouTube, ou est-ce de plus en plus difficile face à un public de plus en plus curieux? Franchement, ça va. Ça va, Voilà, ça va. ouais, on est sur une réponse bateau, mais en fait, j'ai fait le choix d'en parler. J'étais pas obligé de dire que je suis marié, un petit peu quand même parce que j'ai une alliance, donc c'est compliqué à dissimuler. Ouais, ça allait se voir un jour ou l'autre. et- Voilà, c'est ça. Au début, je me suis dit, est-ce que je l'enlève à chaque vidéo? Mais bon, voilà, me connaissant, j'allais la perdre, ce serait dommage. Non, mais j'ai fait le choix de le dire aux gens, tu vois, de dire je suis marié. Et en fait, à partir du moment où je l'ai dit, j'ai pas senti de pression plus que ça, j'ai pas senti de gens malsains. Y a des, voilà, quand je fais une FAQ, il y a ce genre de questions, est-ce que tu vas montrer ta femme? La réponse est non, parce que l'hermétique est complètement différent de ce que je fais moi. Comme je t'ai dit, elle est médecin. Ouais, elle veut pas s'afficher ouais, sur elle- YouTube. ouais, c'est ça, elle a pas envie. Puis elle voit ce que c'est d'être exposée sur Internet tous les jours. Et du coup, elle a pas envie de ça, parce que l'anonymat c'est précieux, comme je dis dans ma FAQ, et elle a pas du tout envie de ça. Donc, et Ouais, puis je du trouve coup, ça très bien. t'es avec elle parfois quand tu te fais reconnaître dans la rue. Bah oui, ouais. ouais, c'est sûr. Donc c'est pas gênant, elle a l'habitude. Ça fait longtemps elle m'a connu bien avant YouTube. Donc c'est voilà, elle respecte ma profession, moi je respecte énormément la sienne. C'est bien, je trouve, d'avoir une copine justement où t'as commencé avant. Ah ouais, bah je pense t'as que commencé c'est la relation essentiel. avant de commencer YouTube, comme ça tu sais qu'elle est pas elle est pas avec toi pour la célébrité ou pour quelque chose comme ça. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est hyper important je pense, de rentrer le soir comme tout le monde et puis D'avoir une vie normale. ouais, déjà d'avoir une vie normale, ça c'est sûr, à l'abri des regards, parce que il y a pas que les gens qui viennent voir dans la rue, il y a juste les regards de loin, tu vois, tu te sens un petit peu tout le temps observé, c'est une habitude à prendre, quoi. Ouais. Et puis Ça va pas être facile tous les jours, je pense. c'est comme je dis, il y a des bons et des mauvais côtés. La célébrité ouvre enfin la célébrité, tu vois, le mot j'aime pas l'employer déjà, mais ça ouvre des portes géniales où tu te dis waouh, je suis quand même content de vivre ça. Et en même temps, il y a des fois, t'aimerais bien être chez toi tranquillement comme tout le monde et avoir une vie normale. Et le truc, c'est que contrairement aux gens qui sont peut-être connus via la télé ou d'autres médiums, YouTube, tu restes quand même un mec qui a évolué depuis sa chambre. Et puis il y a une proximité avec les gens, quoi, tu vois, t'es pas sur un piédestal pour les gens, t'es leur pote, Ouais. tu vois. Ouais, peut-être que Donc s'ils croisent un acteur dans la rue, ils auraient pas tout à fait. le tact. Moi, je sais pas, j'ai croisé des gens que l'audace j'aimais bien. d'aller la Voilà. voir, alors que toi, direct, ça. Voilà, t'es un voilà. pote, quoi. En fait, il y a la frontière, on va dire, de courtoisie qui est tout de suite franchie, tu vois ce que je veux dire, j'ai l'habitude, je m'en fiche, tu vois. Mais puis Ouais, même tu moi, disais aussi qu'il y en a c'est hyper parfois qui agréable crient aussi. ton nom dans la rue. Voilà, tout à fait. Il y a des Bon, gens ça qui- c'est moyen, ça. Voilà, c'est ça. Non, mais après, c'est une question d'éducation. Il y a des gens bien élevés, mais il y a des gens mal élevés. Mais il y a des gens qui, par contre, très vite dans la conversation, vu qu'ils sont hyper à l'aise, parce qu'il y a cette proximité grâce à Internet, ils vont rentrer dans une conversation hyper pointue ou hyper critique ou quoi, et ça va être hyper intéressant tout de suite. T'as pas besoin d'attendre 1000 ans. Ouais. Ou je sais pas, si tu rencontres, j'ai n'importe quoi, Gad Elmaleh dans la rue, si t'as envie de lui dire que son dernier sketch il est moyen, tu vas pas le faire au bout de 5 minutes. Ouais. Va falloir qu'il t'invite au restaurant, ce qui est peu probable, je sais pas. Alors que là, c'est différent, c'est tout de suite, ça va dans la conversation, ça va vite, et du coup, ça peut être très intéressant vite, et ça peut être très chiant vite, mais très Ouais. chiant vite. Donc voilà, il y a des pour et des contre, la globalité est positive. Après, vu qu'ils se permettent aussi, comme tu dis, contrairement aux acteurs, ils peuvent aussi se permettre de voir juste prendre une photo et hop, se barrer. Ouais, tout à fait. Des fois, t'es un meuble. Pokémon. Ouais, t'es un meuble. Je sais pas, ouais, complètement. Un Pokémon, très bien, c'est ça. Totalement. Faut remplir, je pense que, ouais, le Pokédex. Dans leur Pokédex le, de youtubeurs. le Pokédex, ça s'appelle Snapchat. et le youtubeur, c'est le Pokémon, c'est clairement ça. Même pas un bonjour, parfois. Ah oui, totalement. Mais c'est incroyable la réaction des gens. C'est pas tous comme ça, hein, mais il y a vraiment. Puis, je sais pas, je me balade en ville avec d'autres youtubeurs aussi, donc je vois que c'est pareil avec les autres. Hein, mais c'est des mecs, ils arrivent, polis, courtois, ils prennent leur Snapchat, leur selfie, et leur tête, à partir du moment où ils ont appuyé sur le déclencheur, que la photo est stockée, il se passe plus rien, il n'y a plus aucune émotion, plus un au revoir. C'est vraiment et ils la s'en vont. caricature. Waouh, c'est incroyable. Voilà. D'accord. Oui, donc du coup, pour revenir à ta vie privée, non, ça va, t'arrives à gérer à ce niveau-là, quoi. Pas de problème. Ça va, après, j'ai eu 2-3... Ouais, il y a eu... Non, mais alors,
Pierre Cross et puis McFly et Carlito, pour la blague, ils avaient dévoilé l'adresse de l'endroit où je travaille. Et puis ouais, du coup, c'était un petit peu chiant, mais ça restait dans le cadre professionnel parce que c'était là où je travaille, tu vois. Du coup, t'as eu une horde d'abonnés qui est venue. Il y a eu une horde d'abonnés. C'était pas en décembre 2017 d'ailleurs, c'était plutôt que ça, mais. Ouais, parce que j'ai vu avec toi, t'avais tweeté que c'était en décembre 2017. C'est arrivé à plusieurs reprises. C'est vraiment arrivé à plusieurs reprises. Mais ouais, non, bah il y a eu des abonnés sur le palier. Je l'ai raconté en vidéo. Il y a des abonnés qui attendaient sur le palier. Avec leur tente. Qui attendent plusieurs heures et puis tu sors sur ton palier, donc t'es vraiment dans l'immeuble, tu vois, ils ont déjà franchi une barrière quand même. Ouais, c'est chaud. Ouais. Et tu rentres et les mecs ils font oh Amixem, ah ouais putain c'est fou, quel hasard, quel hasard incroyable. Donc je traînais justement dans ce palier là. c'est le fou. Hasard. Bravo. Donc bref voilà, ça fait partie du truc, il y a pas eu de truc malsain, il y a pas eu de truc gênant. T'as jamais eu de gros problèmes pour l'instant. Voilà. Ok, donc du coup, 4e question. Ça fait 5 ans et demi que tu postes des vidéos sur YouTube. Enfin, je sais que t'en avais posté une en 2008, un semblant d'extrait de film, mais bon, j'ai pas compté. Ça compte pas. As-tu l'impression que la course au clic a détrôné l'originalité et la passion sur YouTube ? Que la course au clic a détrôné l'originalité et la passion sur YouTube. L'évolution de YouTube durant ces 5 années, ouais, que tu as pu constater ou pas ? Bah déjà, le paysage, les youtubeurs, cela du coup je vais me positionner en tant que viewer pour répondre à ta question. Ouais. Le paysage de youtubeurs entre il y a 4 ans et entre maintenant, c'est indéniable pour moi qu'il y a 4 ans, c'était majoritairement des gens qui n'en avaient absolument rien à faire ou quasiment rien à faire de la partie argent business parce qu'elle rentrait quasiment pas en jeu, les monétisations étaient même pas mises en place, enfin il y a 4 ans déjà peut-être. Il y a 6 ans on pouvait même pas être monétisé. Si on revient encore en arrière, 5 ans, il me semble, mais juste les plus gros. C'est ça. Et il y a 4 ans, ça commençait tout juste à arriver pour les moyens. Mais moi, je me souviens... Puis les moyens, c'était à 10 000, 15 000 voilà, abonnés à l'époque. C'était fou quand on avait 20 000 abonnés. T'étais une star, voilà, c'est ça, c'est fou. Donc, clairement, quand t'es dans un environnement où il n'y a pas d'argent, si t'es pas là par passion, je sais pas ce que tu fais là, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc, indéniablement, il y a... pas de la célébrité, à la rigueur. Effectivement, ouais. Mais à la limite, t'as 15 000 abonnés, célébrité. Oui, pourquoi pas, tu vas me dire. Ouais. C'est possible. Mais donc effectivement, rien que ça, le fait que l'argent soit arrivé sur YouTube par différentes voies. Il y a d'abord la monétisation de YouTube en elle-même, c'est-à-dire les publicités qu'il y a sur YouTube. Il y a les opérations sponsorisées qui sont arrivées. Il y a les chaînes de télé qui sont arrivées. Il y a des chaînes YouTube qui appartiennent à des chaînes de télé, Golden Moustache, Studio Bagel, etc. Alors qu'à la base, c'est des crews indépendants, si je ne m'abuse. En effet. Donc ça a changé totalement le paysage et le contenu, c'est indéniable et c'est sûr. Par contre, on a tellement plus de créateurs aujourd'hui qu'il y en avait il y a 4 ans que la proportion reste en faveur des gens passionnés qui ne gagnent pas leur vie sur YouTube. D'accord. Moi, franchement, j'ai rencontré plein de gens dans la rue ou quoi, par hasard, ou je sais pas, un mec par exemple, je vais me balader avec Valentin ou avec Jordan, qui va connaître Jordan et pas moi, et qui va juste connaître Jordan parce que c'est un mec qui fait des vidéos musique, et qui va connaître tout un tas de petits créateurs de 1000 abonnés, 2000 abonnés, et qui va suivre que ça toute la journée. Moi j'ai des potes qui ont 30-35 ans, qui sont un peu plus vieux que moi, qui regardent que des chaînes genre Thinkerview, que tu dois connaître, ce genre d'écosystème, tu sais, à l'intérieur de YouTube, t'as des espèces de bulles, t'as les infopreneurs, voilà, et tu peux rester dans ta bulle à suivre des influenceurs, des youtubeurs, sujets de niche, tu vois, parfois, qui sont vraiment de niche, et tu restes dans ta niche. Et comme l'algorithme YouTube, on a quand même beau le critiquer, il est relativement bien fait quand il a repéré tes habitudes, il va te proposer que ça. Et tu sortiras jamais de cette bulle-là, et en fait, même si tu vas pas dans les tendances et que tu restes dans tes recommandations, honnêtement, je sais qu'il y a des gens qui vont pas me croire, mais si vous regardez ni Norman, Cyprien, Mixem, Squeezie, machin, Super Connor, tous les youtubeurs mainstream humour, vous virez tout ça, vous regardez jamais ça, l'algorithme va pas vous les proposer, hormis en tendance parce que c'est obligatoire, mais vraiment à un moment donné les recommandations sont bien foutues et tu vas rester dans ta niche, et voilà, et ça je trouve ça cool. Je trouve ça bien, que tu puisses consommer du YouTube uniquement comme tu as envie, quoi. C'est juste qu'en fait, ils sont cachés par peut-être une mise en avant excessive de YouTube, des gros YouTubeurs, mais la proportion du nombre de créateurs est quand même en faveur des gens qui sont pas là pour... Ouais, ok, donc aujourd'hui, il y a plus de passionnés que de personnes qui se sont lancées sur YouTube pour l'appât du gain ou pour l'appât de célébrité. C'est la démarche de base que tu me demandes. En fait, le truc, c'est que si tu te lances sur YouTube... J'ai fait le constat que quand la monétisation, c'est vraiment
développée à son apogée sur YouTube, parce que là, pour l'instant, elle est en train de dégringoler. Mais quand elle était vraiment à son apogée il y a 3-4 ans, c'est bizarrement le moment où tout le monde s'est lancé sur YouTube. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit... Après, ça peut être 50-50, hein, je veux dire, il y a des gens, et j'en connais. Puis après, t'en as qui sont passionnés, mais qui aussi voudraient vivre de leur passion, et qui du coup tentent leur chance. Et puis c'est pas parce que tu veux te lancer uniquement par passion que t'as pas besoin d'argent, tu vois ce que je veux dire. Tu vis pas d'abonnés et d'eau fraîche, donc moi je connais pas mal de gens qui peut-être se sont lancés dans la période à laquelle tu dis, en se disant c'est une période où je peux tenter ma chance, où je peux vivre de ma passion, tu vois ce que je veux dire. C'est quoi la frontière entre j'y vais pour l'argent ou j'y vais pour la passion est ténue, tu vois. Ouais, c'est ça, la ligne est fine, je trouve. Ok, du coup, 5e question. Avec le temps, tes abonnés semblent s'être habitués aux OP sponsors que tu fais parfois sur ta chaîne, et ne s'en offusquent plus. Malgré tout, j'aimerais quand même te poser cette question. Selon toi, l'argent nuit-il à YouTube ? Nuit-il à YouTube d'une manière générale? Je te fais d'abord la réponse sur ma chaîne. Il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que les OP sponsors, c'est totalement transparent chez moi, je pense. C'est-à-dire que j'explique que c'est sponsorisé. J'explique quelle est la marque, évidemment, parce que voilà. Et en général, le résultat de l'apport financier résultant de l'opération sponsorisée est visible dans la vidéo directement. C'est-à-dire, c'est soit une production qui coûte plus cher, et quand c'est pas le cas, j'explique ce que ça va financer derrière. Ça a été un peu ma politique sur l'année 2016 et 2017. Et derrière, je savais qu'il y avait la Redbox qui venait. Et là, on est sur des milliers, des centaines de milliers d'euros d'investissement. Donc la Redbox est arrivée. Les gens, je pense, ont vu ce que ça donne derrière. On a un beau décor, par exemple, tu vois, qui je crois, d'ailleurs, tu es le premier à vraiment réussir à faire des bonnes, une bonne color correction, un bon cadre sur mon... Ouais, parce que moi-même, j'arrive pas à cadrer mon propre décor. Là, pour une fois, je suis content, tu vois. Ce n'est pas un fond vert. Non, c'est vraiment vrai. Et bref, du coup, il y a des résultats, je pense. Effectivement, il y a un nombre d'opérations sponsorisées sur ma chaîne qui est important, mais derrière, les gens, ils se disent... Voilà, il y a surtout avec la Redbox, comme tu dis, à chaque fois, là, ça te montre vraiment, là, pour le coup, je pense, le financement de chaque studio. Je pense, sachant que la Redbox coûte 2 fois plus cher que ce que toutes les opérations sponsorisées sur 3 ans m'ont amené, puisque je me suis endetté pour moitié. Donc ça, c'est la première chose. Il y a plein de youtubeurs qui vont enchaîner les opérations sponsorisées, tant mieux pour eux, tu vois, mais entre le moment où ils ont commencé à faire des OP sponsors et aujourd'hui, c'est la même chaise, la même chambre, c'est les mêmes vidéos, c'est le même montage. Je vois pas d'apport en fait au niveau... Je leur demande pas de changer entièrement le truc, mais je me dis à un moment... Ouais, en fait, t'en as certains qui font des OP sponsors juste pour s'enrichir et mettre leurs sous de côté. De toute façon, on s'enrichit à un moment donné, tu vois. Oui, parce que mais toi, t'es plus dans l'optique, j'investis grâce à ce montant-là, quoi. Bah ouais, en fait, je vais te dire... Les opérations sponsorisées, c'est deux choses. Il y a d'abord tout de suite financer un projet. Donc Redbox ou je sais pas, un voyage. L'exemple, c'est par exemple, c'était Tinder. Alors tu vas me demander comment j'ai réussi à faire payer Tinder pour cette vidéo. Mais j'ai fait une vidéo sous-marin. Ouais, ça n'a aucun rapport. Vraiment, voilà, je rêvais de faire une vidéo sous-marin, exploration sous-marine, mais très profond, tu vois, à 300 mètres de profondeur. C'est le truc avec le scooter, là? Ah non, ça c'était une vidéo débile. Okay. Là, c'était vraiment un vrai sous-marin scientifique, donc à Curaçao et tout. Donc il fallait payer le voyage aller-retour. Le tour en sous-marin, j'ai fait 2 tours en sous-marin, 2 fois 2 heures. Le tour, c'est 2000 €, tu vois. Donc là, j'avais besoin d'un sponsor absolument. J'ai été voir Tinder, j'ai dit voilà, est-ce que je peux vous faire une vidéo, peut-être vlog, présentation de l'île de Curaçao, qui va me permettre de financer cette vidéo sous-marin là. Et du coup, le résultat, il est direct. J'ai dit aux abonnés, ça c'est sponsor, entre guillemets, désolé, vous avez une petite... c'est pas exactement comme je voudrais, parce que bah forcément, le sponsor, elle te donne pas toute la liberté que tu pourrais avoir, tu vois. Il y a des obligations. Ouais, c'est ça. T'as dû parler du coup de Tinder durant ton vlog, non? Alors, je voulais exclure le côté Tinder et sous-marin dans la même vidéo, tu vois, parce que je trouve ça quand même moyen. Donc en fait, j'ai fait une première vidéo vlog, drôle je pense, où je présente le paysage de Curaçao, où je rencontre une guide, en gros, c'est ma guide, et j'ai rencontré sur Tinder, tu vois. Okay. Et en gros, elle me présente son île, tu vois. Je trouvais le concept rigolo, et en fait, je suis hyper content de cette première vidéo. Donc je trouvais le format cool, mais c'est vrai que la première vidéo, je l'ai écrite, je l'ai pensée pour pouvoir payer la seconde. Ouais. Tu vois, je suis vraiment venu plutôt dans l'idée de faire la seconde, pas la première. Donc voilà, ça c'est le scénario A où la marque finance la vidéo qui vient juste après.
Et le scénario B, c'est toutes les EP sponsors où, a priori, j'ai juste pris l'argent et vous n'avez pas vu de résultat. Et le résultat, il vient quelques mois plus tard quand j'annonce la Redbox, quoi. En gros, c'est ça. Mais là où moi, je m'enrichis, pour être tout à fait honnête avec toi derrière, c'est que ça sécurise l'activité de YouTube. YouTube, pour moi, ça peut s'arrêter demain, je l'ai toujours pensé. Et je pense vraiment que ça peut être un effet de mode. Tu serais dans la merde, là, avec... je serais... Ah, voilà, là, il faut prendre des risques dans la vie, c'est pour ça que je vais y venir. Mais il y aura une question sur ça, de toute façon. Mais c'est aussi une manière de sécuriser, parce que la Redbox, c'est quelque chose qui va rester après YouTube. Et puis si un jour il y a un problème, s'il y a un problème maintenant, je suis mort, absolu, on va se le dire tout de suite. Mais si j'imagine que ça va, imaginons ça va moins bien dans quelques années, la Redbox elle est réutilisable pour d'autres entreprises, des bureaux, des machins. Tu peux toujours louer les locaux. Voilà, j'aurai cette sécurité, j'espère, même si il sera loin d'être remboursé parce qu'il y en a pour 20 ans. Donc faut pas, bon bref, abonnez-vous à ma chaîne encore pour les 20 prochaines années, après vous pouvez partir. L'argent nuit-il à YouTube? Les gens identifient l'arrivée de l'argent sur YouTube comme l'arrivée de la télé sur YouTube, peut-être un petit peu, tu vois. C'est-à-dire que plus il y a d'argent, plus il va y avoir une augmentation des productions en termes de qualité, parce que ça va permettre de payer des équipes. Plus il va y avoir de la publicité, qu'on a déjà de base sur les pré-rolls et les mid-rolls et machin, donc tu les as en plus dans les opérations sponsorisées, donc tu as plein de marques qui arrivent, tu as plein d'argent qui arrive, ça augmente les productions, ça augmente les contraintes, et en fait, on se rapproche petit à petit de la télé. Ouais, du format de la télé. Je pense que, ouais, donc le montage lissé. Après, c'est aussi un bon côté, tu vois, c'est un petit peu plus professionnel en soi. C'est ça, il y a des bons et des mauvais côtés, mais. Puis ça peut permettre de lancer des projets que tu n'aurais jamais pu lancer tout seul dans ta chambre. Qui le dis-tu? Non, mais vraiment, je suis d'accord avec toi. Mais c'est juste que les gens voient YouTube comme la télé, mais. Enfin, comment dire? Déjà, comparer YouTube à la télé, c'est pas possible, tu vois. Parce que, non, c'est sûr. Parce que pour moi. Ça commence à fusionner en ce moment, j'ai l'impression. Ouais, peut-être. Mais juste sur les supports, mais pas vraiment sur la façon de l'utiliser. Moi, je pense que YouTube, encore une fois, si tu veux consommer un YouTube qui ne ressemble pas du tout à ta télé, où tu veux virer tout ce qui est mainstream, tout ce qui est plat, tout ce qui est. Voilà. Tu peux te forger un YouTube où dans tes abonnements, t'as que des Thinkerview et like et que des trucs où tu élèves ta pensée un petit peu plus, tu vois ce que je veux dire? Et tu peux choisir comment tu façonnes ton YouTube. Donc c'est compliqué de dire YouTube devient comme la télé, c'est pas vrai. Si ça devient comme la télé, c'est que c'est toi qui consommes ça et l'algorithme il te propose ça en fait. Moi j'ai vraiment des potes qui, je l'ai dit tout à l'heure mais je le redis, qui consomment des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que moi je consomme tous les jours. Il n'y a rien de mainstream là-dedans, c'est que des trucs hyper pointus de niche et c'est leur YouTube, tu vois. C'est donc... on n'en est pas rendu au stade, peut-être qu'il arrivera un jour, mais on n'en est pas rendu au stade où l'argent sur YouTube en est arrivé à ne plus pouvoir avoir sa niche d'influenceurs, de youtubeurs, de machin, qui t'appartient à 100%, et voilà. Si tu veux fuir la télé sur YouTube, c'est encore possible en 2018, je pense, vraiment. Et tu vois, même sans parler de la télé, je pensais, tu vois, le côté, l'argent... Du coup, ça incite certains youtubeurs à mettre 10 pubs dans une vidéo de 10 minutes ou à enchaîner les placements de produits, quitte à ce que la vidéo, il y ait plus de placements de produits que de contenu, tu vois, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a aussi ce côté-là qui fait que YouTube, ça, c'est petit à petit... moi je suis nul parce que du coup, je regarde pas beaucoup... je regarde pas beaucoup le YouTube francophone, hormis les copains. Tu vois, et puis les gens que... Absol Vidéo, par exemple, j'adore. Oui, c'est vrai, il fait des bonnes vidéos. Il fait de très très bonnes vidéos. Un peu longues, mais très très bien. Je me pose et c'est bon. J'en étais où j'ai perdu le fil. Zut. On parlait des pubs à outrance, des placements de produits qui s'enchaînent. Donc je regarde pas trop, donc je me rends pas trop compte. Ou des gens compte. qui, comme je disais avant, qui se lancent sur YouTube uniquement pour l'appât du gain, tu vois, et que du coup, ça fait du contenu poubelle, du contenu plagié sur des trucs américains ou des choses comme ça, tu vois. Tu vois, il y a même maintenant des entreprises derrière une chaîne YouTube qui se lancent et qui font passer ça pour de l'amateurisme, alors qu'en fait, on sait tous que... c'est du faux fait maison. Voilà, comme une chaîne de top, pour pas la citer, ou des choses comme ça, tu vois. D'accord, c'est pas sympa de parler de Doc7 comme ça, mais... Doc7. Ok. Bah, écoute, moi, je tombe pas sur ce genre... Enfin, j'ai pas envie de regarder ce genre de vidéos, donc je la regarde pas. Et c'est vrai que comme tu dis, après, il suffit de pas regarder tout ça. C'est ça en fait, c'est que. Mais après, on est français déjà, et on aime bien. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'aiment pas des choses et qui vont quand même les regarder pour pouvoir les critiquer, donc c'est bien, c'est cool. Ouais, puis aussi en France, le petit côté argent, c'est un peu tabou. Ah bah totalement. Enfin, de moins en moins, j'ai l'impression, mais il y a 5 ans, tu faisais un placement de produit sur ta chaîne. C'est sûr. mais en vrai, quand tu disais tout à l'heure, ma communauté, elle me tient plus rigueur des opérations sponsorisées.
c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs avant moi qui ont ouvert les portes, tu vois, qui ont commencé par faire ça en premier et qui se sont pris tu vois, toutes les claques. Et derrière, quand moi je sais plus ce que c'était, mais quand j'ai fait ma première opération sur psoriasis, c'était déjà, passé, du coup, je sais plus ce que c'était, peut-être pas, je sais plus. Mais en tout cas, moi, en tout cas les gens avaient déjà l'habitude de ça, tu vois. Ouais. Parce que moi j'ai souvenir, je sais pas si tu t'en souviens, d'une vidéo sponsorisée par Le Tattoo. Ils avaient fait une application mobile et ils s'étaient pris un shitstorm dessus parce que c'était dans une vidéo qui avait rien à voir et c'était à l'époque où les placements de produits n'étaient pas encore très appréciés. Moi je pense que je sais pas. Bon après il y avait la façon de l'amener aussi. C'est ça, je pense que ça joue à 90%. Je pense que si t'es maladroit et pas à l'aise en fait, enfin je veux dire les gens ils sont pas bêtes, ils voient bien que si t'es pas à l'aise et que t'as chaud et que t'as la goutte parce que t'es pas à l'aise avec ce que t'es en train de présenter et que t'y crois pas voilà, moi quand je suis pas à l'aise avec un placement produit mais que j'en ai besoin parce qu'il faut payer la Redbox, je dis aux gens, les gars, et ils le voient dans mes yeux que c'est... Je vais pas citer de jeu parce que voilà, mais il y a des vidéos que j'ai fait où c'est un vlog où je présente la Redbox. Et à un moment, j'arrive dans un décor qui est vide, mur blanc, voilà. Un jeu et mobile, je dis, c'est un jeu mobile où je vais le retrouver très simplement. Ça commence par l'ordre, ça finit par mobile. et on est sur mur blanc comme ça, et je dis aux gens, mais même la marque est au courant si tu veux. Et je leur dis, voilà, ce décor, il va falloir le payer. Voici le jeu mobile. C'est simple, c'est clair, et voilà, et c'est en travaux en ce moment. Donc. J'étais pas mal à l'aise, j'étais mal à l'aise dans le sens où ça a rien à faire dans cette vidéo de s'arrêter pour un truc publicitaire, mais en même temps j'ai pas le choix, j'ai pas trouvé d'autres mécaniques, j'ai peut-être trouvé une autre mécanique, mais j'ai pas encore trouvé d'autres mécaniques pour pouvoir réaliser les projets que j'ai. Ok, du coup, 6ème question. Même si votre regroupement avec Vodka, Joyka, Mastu et Neoxy s'est fait assez naturellement, n'as-tu pas l'impression que ça a permis d'être un véritable tremplin pour vous tous et qu'il est de plus en plus difficile de percer sur YouTube lorsqu'on fait cavalier seul? C'est un tremplin pour nous tous, c'est sûr, parce que... Mais c'est un peu moins pour toi et Vodka, forcément. Non, je suis pas d'accord, parce qu'en fait, le tremplin que ça représente, c'est plus un tremplin, si tu vas voir, c'est un peu émotionnel ce que je vais dire, mais c'est un tremplin de partage d'idées. En gros, quand j'ai fait YouTube pendant 2 ans, tout seul, dans mon studio, ma cave, là, place du Ralliement à Angers, maintenant je peux le dire, c'était très compliqué de se mettre déjà au travail avec un rythme régulier, respecter une ligne éditoriale, de se dire cette idée elle est bien, elle est pas bien, tu peux pas la partager. Quand Valentin m'a rejoint, parce qu'il habitait à Vancouver avant, on a commencé à être deux et à échanger les idées, à se dire est-ce que ça tu penses que c'est bien ou pas. Ça a tout changé. Pour moi il y a 2 étapes décisives dans YouTube. Il y a quand j'ai arrêté de travailler tout seul, donc quand j'ai commencé à partager mes idées avec Valentin, et quand j'ai eu le montage vidéo, puisque ça m'a libéré du temps pour d'autres projets. La Redbox c'est un tremplin pour nous tous parce que s'il y a quelqu'un qui a une idée, il va venir nous voir, on a une conversation sur WhatsApp ou sur Twitter, et on se balance les idées de vidéo, qui veut participer, qui est chaud pour ça, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Et il y a plein de projets en même temps qui sont proposés par chacun, des trucs qui vont être réalisés parce que ça prend 6 mois, d'autres il faut la tourner demain, et ça a pas de prix parce que en fait en face de toi t'as un regain de motivation mais c'est incroyable, ou de pousser par les autres, ou au moins tu vas pas t'attarder sur un truc nul, t'as peut-être eu une idée, tout le monde va se dire Maxime vraiment là non tu vois, et du coup c'est bien parce qu'on s'encourage et on se décourage sur des trucs qu'on pense que c'est pas bon, et ça c'est un gain de temps et tout, c'est incroyable, et ça c'est pas une question de nombre d'abonnés quoi, tu vois, parce que dans cette conversation là il y a Neoxy, qui est le plus petit d'entre nous en termes d'abonnés, son avis vaut pas moins ou plus que le mien ou que celui de Valentin, tu vois, on est tous des youtubeurs et voilà. Après, sur le nombre d'abonnés que ça a fait gagner, on l'a pas vérifié, mais c'est sûr que mathématiquement c'est obligatoire que les gros en profitent moins que les petits, mais je vois par exemple, tu vois, avec cet échange de communauté du coup qu'il y a eu, parce que voilà, les abonnés ont découvert les youtubeurs des uns et des autres. Je vois par exemple Mastu, que je connaissais quand j'ai commencé YouTube il y a 5-6 ans, qui pour moi était toujours resté à la barre des 10 000 abonnés, et puis d'un seul coup est arrivé aux 600 000 en 2-3 mois. C'est là où je me dis, waouh, en fait c'est compliqué pour Mastu et Neoxy parce que, on parle de Mastu, donc j'ai parlé de Mastu, c'est compliqué pour lui parce qu'il a gagné beaucoup d'abonnés d'un coup, qui ont été dus vraiment, je pense majoritairement à lui-même. C'est-à-dire qu'il a sorti des vidéos dans sa voiture qui ont cartonné, où il faisait le beauf et il allait, tu vois, il va dans sa campagne et tout, qui sont vraiment drôles, et en gros c'est des podcasts en voiture, qui ont cartonné mais sans l'aide ni de Val ni de moi. Alors évidemment il y a des déclics où Val a un moment mis en avant Mastu ou Jordan, et moi pareil, il y a ces choses là, ces paliers qui sont importants,
Mais il s'est fait tout seul. Et c'est vrai que dans la rue, des fois c'est compliqué. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va lui balancer. Hein, ah ouais, t'es pistonné par Vodka et Amixem et Joka. Et... Sauf que non, lui, c'est vraiment fait tout seul. Tu vois, il y a des vidéos qui ont tapé des 1 million de vues ou des 600 000 vues tout seul. Et c'est dû à lui-même. Donc c'est compliqué pour lui de savoir. Enfin, je pense, hein, Massu, si tu regardes cette vidéo, c'est pas facile à gérer, je pense. Mais et c'est clairement pas. C'est clair. Enfin, ce serait dommage de penser que c'est du piston, tu vois. Non, mais d'un sens, tant mieux, parce que je pense que si tu gagnes autant d'abonnés grâce à quelqu'un, après, il y a le gros souci que si tu fais pas des abonnés avec cette même personne, bah, les vues ne suivent pas, en fait. Parce que c'est les abonnés plus de toi que de Mastu, du coup, ils attendent une vidéo avec toi, et quand il y a une vidéo seulement avec Mastu, bah, les vues ne suivent pas, j'imagine. Mais en vrai, moi, ce qui me rassure, c'est quand on fait des conventions à plusieurs, tu vois, et qu'on rencontre, je vois les abonnés de Mastu, les abonnés de Val, les miens, ceux de Val, ceux de Jordan, c'est pas du tout les mêmes, vraiment, tu vois, tu sens qu'ils sont pas intéressés par les mêmes choses. Mastu a une grosse sensibilité Japon, tu vois, c'est un peu le Kikujat de la bande, et en gros, ses abonnés, ils sont hyper passionné par ça. Jordan, c'est la musique. Je vois, quand il est dans la rue, il y a des mecs qui viennent lui proposer des projets musicaux. Il me calcule même pas et c'est très bien, tu vois. Val, c'est les sports extrêmes, c'est genre les riders, tout ça. C'est des univers complètement différents. C'est là que tu vois qu'on a beau faire des projets ensemble, d'être exposés ensemble et avoir l'image de la Redbox ensemble. Derrière, c'est des gens complètement différents. Et ça, s'il y a un jour, il y a d'autres youtubeurs qui rejoignent la Redbox, je veux vraiment que ça reste, quoi. Parce que si on est tous lissés, qu'on a les mêmes communautés, en fait, j'espère qu'on se complète en vidéo, dans le sens, il y a une osmose, machin, mais en termes de communauté, il faut qu'on ait des communautés différentes, je pense que c'est important. Tu penses ? Ouais. Bon, je pense que quand même, Vodka et toi, vous avez un sacré nombre d'abonnés en commun, par exemple. Ouais, il y a une base, je suis d'accord avec toi, il y a une base commune importante, mais Valentin, il a énormément, on va dire, sa niche, son cœur, là, de riders, sport extrême, BMX et tout, je l'ai pas du tout. Ouais, et limite, je suis sûr, c'est des gens qui n'aiment pas trop ma chaîne, tu vois. Et c'est très bien. Je trouve ça très cool qu'on travaille ensemble, mais qu'il y ait des personnalités différentes. Ce serait dommage qu'on arrive à un truc lissé où en fait t'as 5 youtubeurs avec des vannes plus ou moins pareilles, des montages plus ou moins pareils. Ouais. Voilà. Mais tu vois, là, j'en reviens à ma question quand je te dis est-ce que c'est de plus en plus dur quand on fait cavalier seul de percer sur YouTube ? Parce que je vois qu'en fait, les youtubeurs se regroupent de plus en plus. Ouais. Mais même pas en le faisant exprès, j'ai l'impression que c'est automatique et que si t'es tout seul, bah, c'est vachement chaud pour percer. Parce que c'est maintenant, il y a des duos même qui se forment, parce qu'on sait que les duos maintenant, je vois avec McFly et Carito qu'on explosé, parce que voilà, les duos, je sais pas, c'est plus attrayant. Il y avait la Whitey Fam à un moment, je sais pas si tu t'en rappelles. Après, t'as tous les collectifs Golden Moustache, Studio Bagel, puis même des groupes qui sont pas forcément officiels, mais tu sais qu'il y en a certains qui traînent qu'avec les autres et qui font souvent des feats ensemble sans être forcément un groupe officiel. Et c'est eux qui montent plus que ceux qui restent dans leur coin ou qui n'ont pas forcément envie de faire de sources de Google, je sais que les vidéos à plusieurs sont plus poussées par l'algorithme. Je le sais. Depuis bien avant que ça commence. Hein. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a aussi beaucoup de vidéos à plusieurs. C'est pour ça que des duos comme McFly et Carito ont explosé, mais c'est aussi des gens très drôles, je trouve. Donc ouais, maintenant si t'es tout seul et que tu te lances sur YouTube, même moi j'aime beaucoup me perdre sur YouTube et regarder des toutes petites chaînes comme je faisais à l'époque, tu vois, des mecs qui sont sur des serveurs de jeux vidéo et tout ça. Et ils se réunissent tous en groupe en fait, c'est-à-dire que quelqu'un qui perce tout seul aujourd'hui, ça n'existe plus, ou des cas extrêmement rares, type Masqué ou des trucs comme ça, tu vois. Mais du coup, c'est assez drôle parce que justement, quand ils sont tout seuls et que ils arrivent à percer tout seuls, et ben justement, il y a certains groupes qui disent est-ce que tu pourrais pas venir avec nous c'est sûr. Bah, ils sont, c'est sûr. Alors, du coup, on en est à la 7e question. Donc, tu as acheté un bâtiment près d'Angers pour y installer des studios de tournage, un plateau de stream, une salle de montage et bien d'autres choses. Qu'est-ce qui vous a poussé, Vodka et toi, à lancer ce projet ? Donc, le projet de la Redbox. Ouais. D'abord, c'est un constat vraiment nul. C'est juste, nos bureaux ne conviennent plus du tout. On était dans des trucs de 10-15 mètres carrés, des logements étudiants sur Angers, limite insalubre, avec une acoustique médiocre, on entendait le tramway passer, machin. Donc là, on s'est dit, faut qu'on change. Donc on a commencé à faire le tour d'Angers, à regarder des locations. Donc on a fait plein de visites sur Le Bon Coin et tout ça. On a visité plein de bureaux. Et en visitant les espaces, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on pourrait y faire voilà. Donc on a commencé à se dire, bon bah effectivement, il faudra qu'on mette un décor. On a commencé à avoir des idées un peu absurdes de chefs, de machin.
Et on s'est très très vite rendu compte que créer des décors dans un espace qui t'appartient pas, ta caution tu la reverras jamais, premièrement, et ensuite tu vas t'enfermer, puisque tu as mis du temps à l'installer, tu as payé tes décors machin, tu vas t'enfermer, tu vas être obligé de rester très longtemps, payer des loyers qui sont exorbitants, c'est à base de 2-3 000 euros par mois. Et moi, il n'était pas du tout question que j'aille voir une banque et que j'aille dans le processus d'emprunt. Et en parlant avec mes parents, voilà, tout simplement, il m'a dit, essaye quand même, parce qu'au final, rembourser un emprunt, ça peut te coûter moins cher et ça peut être moins débile que de verser un loyer et de jeter de l'argent par la fenêtre tous les mois, quoi. Oui, parfois les emprunts, quand ils sont mensualisés, coûtent moins cher que d'un loyer. Après, en prenant le risque, bien sûr, que si ça capote, c'est compliqué. Mais après, la banque peut te reprendre du coup ce que tu as acheté ou pas? Ah bah la Redbox c'est sous hypothèque, exclu Absol Vidéo. Donc non, le jour où il y a un problème, la banque reprend la Redbox, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Okay. Donc ils sont obligés, surtout qu'un banquier, même s'ils sont sympathiques... de toute façon, je vois pas comment tu pourrais j'ai aucune garantie, à leur donner. Parce que tu es obligé de la mettre sous hypothèque. Hein, non, en fait, une société, t'imagines, c'est une entreprise, j'en sais rien moi, de transport qui cartonne depuis 15 ans, qui a des bilans incroyables, qui fait beaucoup d'argent, qui a de la trésorerie. La banque, elle va pas prendre une hypothèque, tu vois. Mais comme moi, un YouTuber face à un banquier, c'est un sketch, hein. C'est-à-dire que le gars, déjà, il faut qu'il connaisse YouTube. Il comprend rien. Il comprend rien. Le truc qui peut sauver, c'est j'ai un neveu qui vous connaît. Ça peut. Merci à tous les neveux de banquiers. ça peut vraiment sauver des vies. Donc, faut les rassurer. Faut leur dire que c'est une vraie activité, que c'est professionnel, que tu vois. Et qu'en fait, quand le gars il regarde les vidéos, je pense qu'il y croit pas une seule seconde. Donc, faut vraiment être derrière et lui présenter une autre casquette. C'était peut-être celle que j'ai maintenant. Pas ça sans mauvais jeu de mots, mais c'est-à-dire la casquette d'un mec peut-être pro, sérieux, posé, qui est rassurant, parce que sinon ils te prêtent pas l'argent et tu réalises pas tes projets. Et puis tu leur donnes déjà un certain apport pour les rassurer. Ouais, tout à fait. Tu donnes. C'est pour ça que les opérations sponsorisées étaient là. Les opérations sponsorisées ont servi à payer donc les travaux qu'il y avait à l'intérieur de la Redbox, donc casser les cloisons, remettre des trucs insonorisés, faire les décors et faire l'apport pour l'emprunt pour payer la suite. Ouais. En gros, c'est comme ça que ça s'est passé. Et t'es séparé de cet emprunt-là ou pas, au niveau toi-même? Imaginons par exemple, il y a un gros problème, l'étude ne marche plus ou s'arrête du jour au lendemain, la banque veut reprendre ton argent, mais la Redbox ne suffit pas. Est-ce qu'ils sont en mesure, par exemple, de te prendre tes biens immobiliers à toi personnels ou des choses comme ça? Je te raconte un truc et je te réponds. Mon papa était commerçant, et c'est l'exemple typique du commerçant qui a subi la crise de plein fouet. Et qui du jour au lendemain n'avait plus personne dans son commerce. Et du coup il était connecté à titre personnel avec son commerce qui marchait bien à l'époque. Et donc la banque est venue lui chercher sa maison, sa voiture, tout le monde quoi. Donc ayant cette histoire personnelle là, quand j'ai emprunté, mon père m'a dit surtout tu dissocies en fait ta vie privée de ce que tu fais professionnellement, parce que le jour où ça capote, la banque elle vient récupérer tout ce que tu as, voilà. Mais j'ai pas pu le faire parce que sinon c'était pas possible, donc je suis connecté à la Redbox à titre personnel, et s'il y a un problème, voilà. Mais il faut prendre des risques, sinon tu fais rien. C'est vrai, il faut prendre des risques. Voilà, j'espère que je vais faire des vues après cette interview, parce que une pression supplémentaire s'installe. C'est pas le petit risque quoi. Non, on est sur un beau risque, ouais. non. Parce que YouTube, faut vraiment avoir confiance. Attention, que ça dure encore 10 ans. 20 ans, comme tu dis. C'est pas comme si j'avais demandé un emprunt, par exemple, pour financer des courts-métrages. C'est-à-dire que le court-métrage, une fois qu'il est sorti, s'il marche pas, il n'y a rien à récupérer. Si la Redbox marche pas, il y a le bâtiment à récupérer. C'est-à-dire que la banque va vendre le bâtiment. On parle vraiment de trucs, de plans pas très sympas, quoi. Et donc, si ça marche pas, la banque va récupérer la Redbox, le vendre, et si elle a encore besoin d'argent parce qu'elle n'a pas récupéré sa mise, là, elle va venir me chercher. Ce qui est quand même peu probable. Je limite le risque dans le sens où la banque va d'abord vouloir vendre le bâtiment, tu vois. Mais il n'y a pas un risque que ça fasse une moins-value, justement? Si, c'est ça, le risque. Mais je rembourse tous les mois la Redbox actuellement, d'accord? Donc, plus on avance dans le temps, plus... Voilà, t'as compris. Vous avez compris? Ok. J'ai compris. Donc le plus dur, c'est maintenant, quoi. Le plus dur, c'est maintenant, faut pas que ma chaîne s'arrête maintenant, voilà. C'est juste ça. Du coup, pour en revenir, alors, au projet de la Redbox, comment ça... Donc tu voulais changer de lieu de tournage? D'abord, c'était vraiment, on change. Ensuite, pas de location? Pas de location parce que c'est pas possible. Et donc là, on commence à aller voir les banques. J'ai découvert des métiers que je ne connaissais pas comme courtier. J'ai été voir un courtier parce que c'est une personne en fait qui va t'aider à te défendre auprès des banques, à leur expliquer que c'est un projet sérieux, viable. Ouais. T'as un intermédiaire entre la banque et toi? En fait, sinon, aller voir tout seul
avec ce t-shirt et cette casquette et cette tête peut-être pas très crédible, un banquier lui expliquer que je fais des vidéos sur internet, ça marche pas, c'est voué à l'échec. Donc du coup tu es accompagné par un gars qui connaît, qui va un petit peu mettre en concurrence les banques aussi pour faire baisser les emprunts. Enfin j'ai découvert un monde pas fun du tout, Le monde de la finance. Ouais, que je connaissais pas. J'ai fait 2 ans de finance quand même en études avant de faire mon master, donc j'avais fait 5 ans. Yes. Ok, t'as fait quoi? Master finance, contrôle de gestion. Incroyable. J'ai failli faire ça, mais j'ai bifurqué juste avant. Ouais, j'ai fait DUT GEA. Ah, voilà, tu vois, donc compta gestion. Ouais. Et après j'ai fait communication. BTS compta aussi. Voilà, putain, yes. Donc toi les bilans, okay. Bah c'est mon dada les bilans. C'est ton dada les bilans. Wow, ok. Donc, dans un hôpital. Ah ouais, bah ouais. Donc le truc public en plus. Donc encore plus compliqué. Avec 13 millions de dettes, on est content. Voilà. D'accord. C'est ce que tu fais, c'est ton métier de tout. Ouais, c'est mon métier à temps plein en semaine. Yes. Contrôleur de gestion dans un hôpital où je fais les bilans pour quelque chose qui a 13 millions de dettes, quoi. Voilà, ok. On s'amuse. Ok. Wow. Mais bon, ah bah je respecte. Mais tu sais qu'en fait tous mes potes font le même métier que toi, puisque tous mes potes que j'ai fait en études, ils ont fait les mêmes études que toi à terme. Donc du coup, tu connais des contrôleurs de gestion? J'ai plein de potes contrôleurs de gestion. Parce que moi, quand je dis que je suis contrôleur de gestion, personne ne sait ce que c'est. Mais... Bah écoute, voilà, je connais cette profession parce que mes potes font ça maintenant. Ouais. C'est bien différent de YouTube, hein. Ça c'est clair que les tableurs Excel c'est pas pareil que... Toi tu maîtrises le tableau croisé dynamique, on est sur... Voilà, tous les jours tableau croisé dynamique. Ah ok, très macro et voilà. Access peut-être? Access, Excel, on s'amuse, PowerPoint pour les conférences. Mes pires cauchemars, écoute, bravo. Ah mais quand tu peux pas vivre de YouTube, bah voilà. ça reste un métier premium dans le monde de la finance, contrôleur de gestion. C'est assez stable financièrement. Ouais, voilà, on est quand même sur... c'est pas mal quoi. Y a pas de chômage, on va dire, de ce côté-là. Ouais, ah putain, oui. Alors, attends, non, je veux pas interviewer Absol sur ta prochaine, mais c'est passionnant, parce que tu sais que est-ce que c'est si t'as besoin d'un contrôleur de gestion pour la Redbox, peut-être. Non, ma question c'était... Je peux te faire un super bilan, un super budget avec des tableurs Excel. Je cherche un expert comptable. Je suis pas Absol comptable. Merde. Non, mais... mon père est expert comptable. Est-ce que c'est un métier, tu crois, qui va être... Qui est menacé par l'intelligence artificielle? On ne part dans des délires. Non. Oui, tu penses pas? Il y a pas mal de métiers qui vont être soit remplacés, soit complétés par l'intelligence artificielle. Après, est-ce que le contrôle de gestion est menacé par l'intelligence artificielle? Moi, je pense, parce que c'est ce que mon pote contrôleur de gestion m'a dit. Ça se fait beaucoup sur ordi, donc d'un sens, ouais. Disons que je pense que là où aujourd'hui, peut-être il y a dans une grosse boîte, il va y en avoir 4. Demain, il y aura l'intelligence artificielle qui va juste faire remonter les données et il y aura un preneur de décision en haut. J'espère qu'il ne fera pas partie des mecs qui se sont fait. C'est plus ou moins déjà le cas. Hein. Moi, je m'appuie sur les données comptables qui remontent automatiquement dans des logiciels. Mais après, tu vois, il y a le côté, il faut aller sur le terrain aussi pour voir avec chaque acteur s'ils peuvent baisser leur coût, tout ça. Ok. Il y a un côté humain où il faudrait vraiment que l'intelligence soit vraiment à un certain niveau pour assurer ce truc-là, tu vois. Mais c'est sûr qu'on y viendra un jour. Ouais, c'est ça le problème. De toute façon, à la fin, il n'y aura plus aucun métier pour personne. Hein, mais... Ou alors les gens qui construisent des intelligences artificielles. Voilà, alors des youtubeurs intelligence artificielle, sûr. Mais tu rigoles, mais il y a déjà des chanteurs intelligence artificielle. Hein, donc, on va y venir, hein, les youtubeurs intelligence artificielle. Quand tu vois qu'il y a des youtubeurs qui sont suivis avec une voix de robot qu'ils utilisent, c'est même pas leur propre voix. Ouais, c'est clair. Donc, ce sera intéressant de savoir quels choix ils font les youtubeurs intelligence artificielle en termes de sponsor. Bon, on a complètement divergé là. C'est clair, on est perdu. Hein. Mais bon, voilà, j'ai confiance en le projet. Il y a eu aussi un déclic, tu vois, il y a encore un an, on aurait fait cette interview, je t'aurais dit YouTube, je sais pas, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut s'arrêter demain, mais j'ai quand même plus confiance aujourd'hui qu'hier en YouTube, tu vois. Je me dis que c'est peut-être un peu plus périn et que je vais pas passer ma vie professionnelle sur YouTube parce que quand j'aurai 50 ans, je pense que je serai plus youtubeur, mais parce que j'aurais plus envie, je veux faire d'autres choses dans ma vie à un moment donné. En gros, on commence à avoir du recul sur YouTube et les youtubeurs, et dans le paysage de YouTube, commence à y avoir des gens qui sont là depuis 5-10 ans, tu vois, qui sont toujours en train de gagner leur vie, en tout cas ils sont toujours à flot, que ce soit des Américains que je suis depuis hyper longtemps ou des Français. Et en observant ça, je me suis dit, moi je vais pas passer ma carrière YouTube tu sais, avec l'épée de Damoclès, en mode ça peut s'arrêter demain, parce que sinon tu fais rien, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai pris un peu le pari de me dire, ok, YouTube c'est parti pour au moins 5-10 ans. J'ai envie de faire ça pendant 5-10 ans. J'aurai sûrement, je sais pas, des gosses à un moment et ils vivront avec un papa youtubeur. Et tu vois, je l'ai accepté et je me suis dit, go, on part dans un projet de long terme et on arrête de voir YouTube comme un truc qui peut s'arrêter demain, parce que sinon c'est... Mais je pense que t'es le seul youtubeur dans le YouTube francophone qui a vraiment pris un si gros risque au niveau investissement.
Je connais pas d'autres youtubeurs, enfin je sais qu'il y en a plein qui ont fait d'autres investissements par-ci par-là, mais jamais un tel investissement. C'est peut-être la durée qui change, peut-être parce que je sais que les gros youtubeurs, même si Cyprien qui va faire un court-métrage, ces courts-métrages coûtent... c'est pas le même montant, on va dire. C'est pas le même montant, c'est peut-être pas le même risque, puis c'est la durée en fait, je pense. Le gros risque est sur la durée, encore une fois, parce qu'on n'a aucune, ni toi ni moi, on sait ce qui va se passer sur YouTube dans 50-10 ans. Internet, ça bouge tellement vite. Voilà, c'est ça. Mais je suis peut-être bien naïf, mais je me dis que tous les youtubeurs dans la Redbox, on a construit une image. Nous, on a nos propres images. Joyka, Vodka, Mastu, Neoxy, moi. Il y a moyen de rebondir. YouTube ou pas YouTube, si la plateforme s'écroule demain, ça reste à la télé. Ça reste. Voilà, on a quand même peut-être encore quelque chose à faire, je sais pas, on verra. Mais voilà, je pense qu'on a construit quelque chose qui va peut-être au-delà de la plateforme et que du coup, on peut commencer à prendre un peu des risques. Non, mais j'aime bien. Cyril prend pas mal de risques. Enfin, il a pas fait la Redbox, mais je veux dire, Cyril, il va. Des fois, alors que sa chaîne, comme toutes les chaînes, a des hauts et des bas, il va mettre des sous dans des vidéos sans garantie de résultat et qui sont à perte largement, tu vois. Donc il y a plein de youtubeurs qui prennent des risques. C'est hyper important d'en prendre parce que c'est un métier quand même, tu vois, où tu as à la fois le côté créatif, artiste, même si j'aime pas ce mot, et le côté entrepreneur. Et donc la prise de risque, elle est importante, quoi. Sinon, tu n'avances pas et voilà. Et qui a eu l'idée le premier du coup de ce projet-là? Je pourrais même pas te dire. En fait, on s'est pas réveillé un matin, on a dit c'est la Redbox. Comme je t'ai dit, faut qu'on se casse de ces bureaux. Et on a commencé. Déjà au moins tu bossais pas tes vidéos chez toi. Je faisais mes montages chez moi, parce qu'à l'époque j'avais pas de monteur. Donc je faisais mes tournages dans les studios pourris, et puis je rentrais chez moi faire les montages. Ouais, parce que je sais qu'il y a un petit peu le syndrome du youtubeur où quand tu montes tout chez toi, tu tournes tout chez toi, et que ton lieu de travail est en même temps ton lieu de vivre, tu t'en deviens fou presque à faire ça. C'est sûr. Il y a plein de youtubeurs comme ça qui ont préféré payer 500-600 euros de plus par mois pour avoir un studio. Complètement. Moi, je fais ça depuis décembre 2013, donc j'ai commencé ma chaîne en 2012, et un an après, alors que ça marchait pas plus que ça, j'étais d'ailleurs plus sur Twitch que sur YouTube à l'époque, et je me suis tout de suite dit, c'est pas possible, je peux pas, le soir, ma femme elle rentre, elle a sauvé 2 vies, moi je suis encore en caleçon en train de faire des lives, ça va pas, il y a un problème, tu vois, je peux pas passer ma vie comme ça, et donc je me suis dit c'est hyper important que je prenne le tramway tous les matins et que j'aille sur un lieu de travail, et c'est comme ça que j'ai loué un appart étudiant qui coûtait exactement 285 € par mois, et je me rappelle du montant parce que c'est la première fois où je me suis dit en fait, t'investissais dans YouTube. Bah ouais, maintenant t'as quelque chose à payer tous les mois, tu sais, il y a une espèce de pression saine quand même qui s'installe où tu te dis en fait faut y aller quoi en fait. C'est de la pression saine dans le sens où même t'as beau adorer ce que tu fais, t'as beau adorer faire des vidéos, à un moment faut quand même qu'il y ait une petit truc qui te pose une contrainte. Un truc qui te booste, ouais. Sinon tu fais une vidéo tous les 3 mois juste pour te faire peut-être pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos. Moi. Je fais toujours ça chez moi. Non mais franchement c'est important d'avoir une contrainte. Depuis 7 ans que je suis sur YouTube. C'est dommage que ce soit l'argent, ça serait mieux que ce soit autre chose. Et bosser dans un collectif, ça t'apporte une contrainte qui n'est pas l'argent, qui est juste des potes qui vont te dire gros t'as pas sorti de vidéo cette semaine. c'est nul. Voilà, et ça c'est important. Ouais, du coup aussi le projet de la Redbox permettait aussi de se rapprocher les uns des autres. Ouais, et justement de faire des collabs plus facilement. Ouais, l'idée, et puis gros point que j'ai pas abordé, l'idée c'était de faire un contrepoids à Paris, puisque tout se passe à Paris au niveau du divertissement. Ouais, avec et en fait, Space Paris, les studios de Mexique, tout ça. Ouais. Tout, en fait, tout se passe à Paris au niveau du divertissement, la télé, le cinéma, etc. Et moi j'ai toujours voulu faire... quand j'étais tout petit, je voulais faire caméraman, donc déjà c'est que quand t'as 10 ans ou 7 ans et que tu dis je vais être caméraman, c'est que tu as une attirance quand même vers le milieu de l'audiovisuel. Et comme j'ai grandi à Angers toute ma vie, il y a eu quand même ok, de toute façon, à un moment, il faut que je finisse à Paris, quoi. Et quand j'ai commencé à concevoir ce qu'est le métier de youtubeur, je me suis dit, mais à aucun moment on a besoin d'être à Paris, en fait. Pourquoi la France est centralisée, par exemple, en Allemagne, c'est pas comme ça, tu sais, t'as des États, et t'as Hambourg, qui est aussi puissant que Berlin, qui est aussi puissant que Munich. Et du coup, ça permet de décentraliser. T'as des influenceurs, les influenceurs allemands, ils sont dans plein de villes, ils sont pas qu'à Berlin. Et en France, j'ai vu cette reconcentration à Paris, alors qu'on a juste besoin d'une connexion internet, les gars. On peut être... C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et donc, je me suis dit, à travers la Redbox, c'est un bon moyen de dire non, il n'y a pas que Paris. On a besoin de Paris, oui, parce qu'il y a déjà tout le divertissement et les choses en place et les structures et machin. Mais il y a Angers.
Et puis il n'y a pas que Angers, tu vois, il y a Mathieu Sommet, il est à Nantes, il a fait le show d'aller à Nantes. À Bordeaux, si je dis pas de bêtises, il y a les anciens membres de la White Femme. Non, Antoine Daniel, c'est Toulouse. Ouais, mais tu vois, et ça, je trouve ça vraiment. Voilà. Il y a les influenceurs à Lyon, à Marseille, voilà. C'est cool. Finalement, il y a pas mal de youtubeurs en Bretagne et aux alentours. Parce que le joueur du grenier, l'Ouest est un vivier. Mathieu Sommet, d'ailleurs, qui a mis son collectif maintenant, avec la Redbox. Ok, du coup, 8ème question. Maintenant que la Redbox a été annoncée et que votre lieu de tournage est donc plus facile à trouver, n'avez-vous pas peur de vous faire envahir par les fans ou même d'avoir de mauvaises surprises avec des personnes mal intentionnées? Si. Voilà, fin de la Ok, 9ème question. C'est sûr que du coup, nous on est exposé de base et puis du coup se mettre tous ensemble dans un lieu sur Angers, c'est plus exposé. Puis le lieu est beaucoup plus public, donc plus facile à trouver, je trouve. Oui, tout à fait. En fait, grosso modo, l'adresse est disponible sur Internet parce que c'est impossible de la blacklister et que dès qu'on appelle Google pour la faire enlever 2 jours après, il y en a qui la remettent, donc c'est mort. Mais les gens sont quand même bien intentionnés. Et puis une grosse partie des opérations sponsorisées ont servi à payer un système de sécurité. Ouais, je vois que t'as mis les rambardes et tout, mais non, je te parle de vrais systèmes de sécurité, je vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait quand même con, mais voilà, on est obligé du coup de faire des trucs avec des alarmes alors en fait. Voilà, c'est de ça que je parle, voilà, tout à fait. Non, mais voilà, on est obligé de faire en sorte que l'endroit soit très bien protégé, et puis il y a des en gros, il y a des gens. Déjà, on est juste à côté de la gendarmerie, c'est un des. Non, mais sans rire, c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi ici, c'est qu'on est juste à côté d'une gendarmerie. J'avais rendez-vous hier avec les gendarmes qui sont prévenus de ce qu'on fait, etc. Parce que, comme il y a un char qui va arriver à la Redbox. Ah, ça y est, tu l'as trouvé? Ouais, on a trouvé le char, mais c'est juste que les papiers mettent beaucoup de temps à se faire, etc. Le plus dur est fait presque là. Ouais, carrément. Ah, c'est cool. Et du coup, voilà, les gendarmes, ils sont au courant de ce qu'on fait, ils interviennent en moins de 2 minutes. Et en fait, on a un système de télésurveillance, etc. Et puis ils appellent en cas d'intrusion, ce qui n'est pas encore arrivé. Mais du coup, on est obligé, par précaution, je sais que 99% des gens sont bien intentionnés, mais forcément, comme sur 4 millions d'abonnés, il y a forcément 2-3 cons. Mais tu vois, parce que tu étais aussi à cette vidéo City Paris, où justement on était tous les deux, et il y avait un espace VIP pour les youtubeurs, et tu avais des abonnés qui étaient tellement fans de certains, qui grimpaient sur les... La première vidéo City Paris, j'y étais pas, on m'a raconté. Ah, tu étais pas, ça? Non, la toute première, non. Ah, ok, d'accord. Et il y avait des murs autour de l'espace VIP que les abonnets grimpaient pour prendre en photo. Les murs commençaient à s'effondrer les uns sur les autres, c'était... Là, je pense que c'est l'effet de groupe, tu vois. Ouais. C'est pas du tout un espace qui a vocation à accueillir plein d'abonnés d'un coup, tu vois. On a invité pas mal d'abonnés, mais par petits groupes, tu vois. Et puis on est dans une zone industrielle qui est hyper surveillée, il y a la gendarmerie à côté, tout ça. Enfin, on n'est pas comme on était dans le centre-ville en fait, où on avait 2 studios entre 4 lycées. Tu vois, et là, clairement, il y avait des fois des 20-30 personnes qui attendaient devant la porte. Ah ouais, chaud. Là, ici, ça n'arrive plus parce que voilà, c'est beaucoup plus surveillé, beaucoup plus protégé, tout ça. Mais t'as pas des abonnés du coup qui attendent devant la porte d'entrée de la Redbox? Si, on a des fois qui attendent pendant 8 heures. 8 heures. Voilà, et on leur dit gentiment que c'est pas possible, qu'on travaille et puis que c'est bizarre d'attendre 8 heures devant un endroit quand même, tu vois. Donc après, ça n'empêche pas le fait qu'on se rend dispo et que si c'est demandé gentiment et tout ça, on va faire une photo. Mais à partir du moment, enfin, on peut pas, on ferait plus que ça. C'est horrible, mais si quelqu'un vient devant la Redbox demander une photo, on peut pas dire oui, tu vois, c'est impossible. Si on se rencontre par hasard dans la rue, c'est avec grand plaisir. Mais si les gens viennent demander un truc, c'est systématiquement non, parce que sinon on fait que ça. Si tu dis oui à quelqu'un, après, tu dis oui à c'est tout le collège ou tout le lycée ou tout son réseau professionnel, s'il est plus vieux, va le savoir dans la demi-heure et c'est mort. Donc on dit systématiquement non, on est obligé, parce que sinon on ferait que ça. Et des fois c'est mal vu, tu vois, mais on peut, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais après aussi, je pense à la chèvre que vous allez bientôt avoir, ou peut-être avec les poules ou les 2 chèvres. Ouais. Y a un risque aussi de ce côté-là. Ça, on est vraiment en train d'y penser. À la base, c'est déjà Jordan et Valentin adorent les animaux, un peu comme toi, et du coup on avait envie d'avoir des animaux à la Redbox. Et il y a 2 problèmes qui se sont posés. Déjà, on a choisi de prendre un vétérinaire, enfin un mec, pas un vétérinaire, mais comment ça s'appelle, quelqu'un qui s'occupe des animaux et qui vient tous les jours pour voir si ça se passe bien et pour être sûr qu'il y a un... Il y aura un mec qui viendra tous les jours s'assurer que la chèvre est en bonne santé. Voilà, exactement. Mais ça suffit pas parce que
parce que de nuit, on va pas payer quelqu'un à plein temps pour surveiller la chèvre. Mais en fait, comme je parlais d'alarme tout à l'heure, en fait, s'il y a une intrusion en moins de 1 ou 2 minutes, il y a les gendarmes qui arrivent, donc... ouais, donc imaginons qu'il y a des personnes qui veulent du mal à la chèvre, faire du mal à la chèvre. Faut quand même y aller, quoi. Puis il y aura un enclos, faut quand même y aller, quoi. Faut quand même y aller. Mais je veux dire, voilà, c'est... Non, on n'est pas à l'abri, quoi. Mais on n'est jamais à l'abri de rien, tu vois. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est à un moment donné, il y a un risque tolérable qu'on est prêt à prendre, et je pense que voilà, on fera les choses bien et on fera en sorte que la chèvre soit en sécurité. Mais disons que c'est quelque chose qui sera un peu plus accessible que vos studios. Faut pas être parano aussi, les gens sont quand même bienveillants, tu vois. Sinon, tu fais vraiment, comme je disais, tu fais rien. Et... ouais. Voilà. Et ben on arrive à la 9e question du coup. C'est quand les questions piquantes, tu m'as dit? Ah, elles arrivent à... Yes. Ah bah celle-là, c'est... Enfin, tu vas voir. Ça va parler finance encore. Ah, j'adore ça, c'est mon petit côté contrôleur de gestion, On a beaucoup parlé d'argent, finalement. Oh là là. Ah non. Je te dis des conneries, les 2 prochaines sont piquantes. Ok. Sont piquantes, enfin, bon, ça dépend tes réponses, en fait. Ah oui, d'accord. Du coup, 9e question. Allez. Est-ce que le fait de devoir faire des vidéos sponsor pour rembourser le prêt à la banque qui t'a permis d'acheter les locaux de la Redbox est quelque chose que tu vis assez bien, ou te sens-tu coincé par cet emprunt à rembourser? En fait, c'est quelque chose que j'ai mesuré. Je me sens pas coincé parce que si je me sentais coincé là maintenant, j'aurais vraiment fait aucune prévision. Dans le sens, t'es obligé maintenant de faire des vidéos sponsor plus ou moins régulièrement. Peut-être que je te répondrais oui dans 3-4 ans, où je me dis putain, mais j'avais pas pensé que 3-4 ans encore après, je serais encore obligé de m'imposer un nombre d'opérations sponsorisées par mois pour rembourser ça. Ouais. Peut-être qu'à un moment donné, il y a une lassitude qui va s'installer. Ça, c'est probable. Ou même venant de tes abonnés, qui sait. Ouais, tout à fait, complètement. Tu vois, il va peut-être bien être compréhensif, ok, mais à la fin, peut-être que ça va déranger. Après, là, c'est vraiment mon taf de faire en sorte que l'opération sponsorisée, elle soit pas lourde. Ouais, moi, tout seul. On a parlé tout à l'heure de Lords Mobile, qui était une opération sponsorisée, qui était intégrée comme ça, qui vient comme un cheveu sur la soupe et de manière drôle, en mode, les gars, faut qu'on paye le décor. Mais toutes les autres, il y a un vrai concept derrière, quoi. Ouais. Tu vois, les opérations sponsorisées, c'est pas que du mauvais, c'est... Quand Ford m'a invité en Finlande pour la sortie du Ford Kuga, qui est un truc, une voiture, c'était juste un vlog financé de A à Z dans des paysages incroyables. C'est une de mes vidéos préférées alors qu'elle est sponsorisée, tu vois. Il n'y a pas un gars dans les commentaires qui a dit « Oh là, c'est sponsorisé ». J'ai même commenté moi-même sur ma chaîne, sur cette vidéo, j'ai dit « Imagine le gars, il prend au pied de la lettre, il ajoute un Ford Kuga au panier après cette vidéo. » Non mais tu vois ce que je veux dire. C'est vrai. C'est... Les opérations sponsorisées, c'est pas... De quoi? Non, mais que Ford t'ait voulu que tu fasses une vidéo sponsor sur ta chaîne, alors que c'est pas du tout le public visé, en fait. Parce que tes abonnés, je les vois pas... Enfin, j'imagine que la tranche d'âge, c'est pas les premiers acheteurs des Ford... Il y en a un petit peu, selon les stats. Après, je sais pas ce que ça vaut, les stats YouTube. Non, mais c'est parce que l'industrie automobile, j'ai fait un peu de marketing. L'industrie automobile, c'est... En gros, et comme ça, vous le savez, et c'est important, l'industrie automobile, en fait, ils essayent de te mettre dans la tête que cette voiture-là, elle est bien, pour quand tu achèteras ta première voiture. Je crois que l'achat moyen d'achat neuf d'une première voiture, je crois que c'est 50 et quelques. C'est énorme. Ah ouais? Ouais. Et chiffre à vérifier, vous regarderez, est-ce que c'est pas sourcé là. Et du coup, c'est pour te mettre une petite graine dans la tête qui te dit cette marque, elle est bien, et quand tu seras futur acheteur, tu te... Un peu comme les banques qui te prennent tout jeune en te donnant 1 000 € quand tu ouvres ton compte. Là, c'est plus compréhensible parce qu'effectivement, ton compte, tu le changes pas toutes les 4 matins. Ouais. Contrairement à la voiture qui peut-être a un cycle de quelques années. Non, mais je veux dire, c'est un petit peu la même idée de hop, on chope les jeunes comme ça, ils vont toute une vie nous être utiles comme bon client. Tout à fait. Après, là, vraiment, le placement de produit était hyper léger, quoi, dans le sens où j'avais juste à utiliser cette voiture pour faire le strip. Mais ça me fait penser à une vidéo que elle et LG avaient fait sur Audi. Je sais pas si tu t'en souviens. LG, le groupe de musique. Ouais, je le dis mal. Ouais. D'accord, qui avait fait une musique dans une Audi, donc sponsorisée par Audi. Et Audi, leur public à ce groupe-là, c'était pas vraiment les personnes qui achètent des Audi, je pense, mais bon, ça m'avait semblé bizarre. Particulier. Du coup, ils étaient 3 dans cette voiture, du coup, ça faisait une Audi à 3. Excellent, c'était la blague. Excellent. Il l'avait fait celle-là. Je suis tous les jours à Angers. Et théâtre de là. Okay. Voilà. En fait, j'ai vraiment la chance de quand les marques elles proposent un truc, j'arrive à leur dire bah non, parfois non, c'est nul ce que vous proposez là, on peut pas faire ça. On est sur YouTube. Donc du coup, je propose une idée. Et elles disent ok, et elles sont ok avec le truc, elles retouchent rien au concept de la vidéo. Des fois, je me bagarre fort pour que ça bouge pas. Je vais pas citer la marque, mais il y a quelques
Ah bah si, tiens, non, on n'a pas annulé. Non, on n'a pas annulé, mais il y a quelques semaines, on était à 2 doigts d'annuler avant le tournage, en fait, parce que c'était pas possible, quoi. Et je m'en fiche. Le concept, j'y tiens, et il est hors de question que je me plie à des choses qui me rappellent trop la télé, ou que je travaille avec des gens qui pensent que YouTube, c'est juste ce mec qui va me donner 1 million de personnes en visibilité que je vais pouvoir mettre dans mon PowerPoint pour faire plaisir à mon boss, tu vois. Ouais. Donc j'ai annulé certaines OP par le passé, je me suis fâché un peu vite fait. En fait, je les ai un petit peu pris en otage. Ça fait un petit peu peur s'il y a des marques qui regardent, c'est génial. Mais non, mais ça m'est arrivé une fois de prendre un petit peu en otage une marque en leur disant, les gars, laissez-moi publier cette vidéo, arrêtez de me faire chier. Laissez-moi la faire telle que je la pense. Je sais que vous avez peur, mais tant pis. Je l'ai publié et au moment où ça a été publié, ils ont présenté leurs excuses parce que c'était très bien passé en fait. Ils avaient peur d'un bad buzz et tout. Je dis mais je suis transparent, j'explique. Ils voulaient m'empêcher d'expliquer que c'était sponsorisé. Ah ouais, d'accord. Et qui juste chaud, déjà premièrement éthiquement c'est pas possible. Je leur dis c'est juste pas possible et deuxièmement légalement c'est pas possible. Donc bref. Mais du coup je l'ai publié un petit peu comme ça la vidéo et ça s'est hyper bien passé et du coup ils étaient rassurés, ils ont présenté leurs excuses. Mais tu vois des fois il faut quand même se battre pour être sûr que... Ouais. Mais tant que, pour répondre à ta question, tant que les opérations sponsorisées elles sont selon le concept que j'ai pensé, selon le script que j'ai pitché machin, moi ça me va. Si un jour je suis obligé de faire des vidéos sur ma chaîne avec des trucs que j'ai pas choisis, là c'est horrible. Là je serais vraiment coincé. Mais pour l'instant je suis pas coincé. Je suis content de ce que les marques proposent comme idée. Tu sais, on a fait un truc avec Recilum, qui est une boîte qui fait du recyclage d'ampoules. Le script était génial, en fait c'est une espèce de compétition, de trucs, de challenge que tu dois faire en moins de 5 secondes. Donc pour ma chaîne c'était bien parce que c'est des petits challenges à faire en moins de 5 secondes, c'était drôle. Et ça collait parfaitement à ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire recycler vos ampoules, ça prend moins de 5 secondes, d'ailleurs faites-le. Et voilà, tout collait bien. Leur message marketing était un concept de vidéo qui me plaisait beaucoup et faisons quoi. Donc, et en plus la cause était noble, donc bref. D'accord. Je suis pas coincé pour l'instant. Mais c'est vrai que ça pourra peut-être arriver un jour, on verra. Ouais, disons que ça reste toujours un poids au-dessus de ta tête, quoi. Tu l'auras toujours. Je sais pas, je ferai autre chose. Enfin, le poids sera de plus en plus léger. Je vendrai des t-shirts Club Bonjour à 29 €. Prêt ? Je souris d'avance à la question. Je sais pas, je l'ai pas lu. Je sais pas. Je sens une petite. Vas-y. Non, parce que c'est d'actualité. Ah, ok. Alors, 10e question. Cette année, et pour la 2e fois... Non, j'y m'attendais pas celle-là. Vas-y. Vas-y. J'étais obligé. Ah oui, il faut, t'as raison. Cette année, et pour la 2e fois, tu participes au concours FantaXU en tant que coach d'équipe. Est-ce qu'on pourrait avoir ton opinion sur ce concours ? Yes, c'est bien. Faisons ça. Alors, FantaXU, c'est une émission, pour ceux qui savent pas, et surtout pour ceux qui peut-être regardent cette interview alors que l'affaire est passée, finalement. C'est important de dire. Ça sortira dans 2-3 jours cette interview. Oui, mais justement, il y a des gens qui. Ouais, non, mais je veux dire, il y a des gens qui regarderont ça dans 3 ans peut-être. Je ne sais pas, des gens perdus. C'est à ces gens-là que j'ai envie de dire, c'est une émission qui en 2018 était une émission comme la première saison, donc c'est la 2e saison là, dans laquelle qui est produite par Fanta et qui encourage les gens à créer des vidéos. Il y a un système de concours. Les gens sont sélectionnés, il y a 20 candidats qui sont sélectionnés. Les meilleures vidéos sont retenues. Les candidats vont dans une Creative House, qui est une maison de la créativité. Ce nom est incroyable. Et ils font des vidéos et ils sont coachés par des youtubeurs. Concept en gros à la The Voice. Voilà, donc les youtubeurs, c'est McFly Carlito, Natou, je suis bête, Le Rire Jaune, Eladj et moi-même. Et voilà, on a chacun des équipes de 4 x 5, 20, c'est tout bon, contrôleur de gestion, ok. Et donc, FantaXU a été vivement critiqué à travers plein de vidéos récemment parce que cette émission reprend les codes de la télé, reprenait les codes de la télé-réalité et de la télé d'une manière générale. Donc, je vais te livrer les exclusivités, je vais te dire un petit peu les coulisses, comment ça s'est passé. Comment ça s'est passé dans les coulisses. On est arrivé la première journée à la Creative House déjà et bon on a un petit peu découvert nous c'est les coachs. Bon, okay. Enfin en réalité on n'était pas tous là en même temps mais c'est la première journée de tournage hein, quand ça donc il y avait encore rien en ligne. On arrive au truc et très honnêtement j'ai passé une super journée. Les gens qui sont donc les candidats sont très loin d'être débiles, ils ont été retenus parmi 6000 personnes, tu vois, 6000 vidéos, donc on est sur des gens
créatif et en même temps amateur, donc hyper bonne énergie et tout. Comment la sélection s'est faite d'ailleurs? Est-ce que c'est vraiment les coachs qui ont sélectionné les... J'ai passé des jours. Ou est-ce qu'il y a eu une présélection déjà faite par Fanta ou Webedia? J'ai rien à perdre en disant ça. Fanta m'a envoyé une... Enfin, pas Fanta. Webedia m'a envoyé une présélection. D'accord, qui était déjà eu une présélection. Ouais, mais que j'ai pas trouvé de gens qui m'intéressaient dans cette présélection, donc moi j'ai fait mes choix moi-même. Voilà. Okay. Mais c'est parce que pour leur défense, cette présélection datait de 15 jours avant la fin de la deadline. Et que en fait les meilleurs, disons que certaines personnes que j'ai adorées étaient avaient publié leurs vidéos dans les 15 jours avant la deadline. Et est-ce que vous aviez des obligations, par exemple une fille par équipe? Ah non, ça c'est moi qui l'ai réclamé dans ma vidéo annonce. D'ailleurs, je dis dans ma vidéo annonce, on m'a pas demandé de le dire, mais je voudrais. Il y a une fille par équipe. Ouais, en fait, la grosse déception. Enfin, c'est peut-être un hasard, hein, mais je me suis dit, peut-être qu'ils ont voulu que ça soit obligatoire d'avoir au moins une fille par équipe. Non, c'était pas obligatoire, mais c'était la grosse déception de la saison 1, où en fait, sur je sais pas combien de milliers de participants, il y avait très peu de filles. Et moi, j'étais vraiment déçu de ça parce que je voulais que ce soit mixte au maximum. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que dès la vidéo annonce, j'ai dit les filles, motivez-vous, faites des trucs. Et malgré tout, la proportion de filles dans les candidatures était faible. Donc forcément, ça se répercute dans après, c'est un peu représentatif de YouTube actuellement. Ouais, c'est sûr, sûr. Mais c'était l'occasion de changer un petit peu peut-être le pourcentage. Mais bon, donc il y avait effectivement une fille par équipe, mais c'était pas un critère obligatoire. Donc, on va arriver au vif du sujet. Donc, du coup, t'es arrivé. On arrive dans la Creative House. Pour résumer la journée. Très bonne ambiance, très bonne énergie, des gens pas débiles, donc déjà juste je précise ça parce que pas télé-réalité, pas des idiots, juste des gens qui ont envie de faire des vidéos, des gens qui ont été sélectionnés parmi des milliers de personnes, donc qui sont hyper chauds, plein de profils, des gens qui sont de la réalisation, qui font de la musique, qui font vraiment des perles. Donc déjà ça fait un peu mal parce que tu rencontres des gens intelligents et derrière il y a une image de télé-réalité. Première chose. Deuxième chose, nous on apprend en tant que coach un petit peu. Je dirais pas le matin, mais on conçoit que effectivement ils vont dormir pendant 20 jours dans une maison et que du coup ça va pouvoir renvoyer ce truc-là. Mais au montage, t'es pas obligé de le faire passer comme étant de la télé-réalité. C'est pas parce qu'il y a 20 jeunes enfermés dans une maison que c'est systématiquement la télé-réalité. Ouais. Donc j'étais pas inquiet moi si tu veux. On fait la journée de tournage, ça se passe hyper bien, pas de soucis. Moi je suis hyper content de l'expérience, aucun problème. Et quelques jours après commencent à sortir les vidéos et en fait hyper cuté, c'est-à-dire que là où chaque coach a fait une interview de 20 ou 30 minutes, on se retrouve avec une phrase de garder, tu vois. Par exemple, moi, je me rappelle que j'avais vraiment expliqué pourquoi j'avais choisi mon équipe, pourquoi chaque personne était dans mon équipe, et c'était une longue interview, et au montage, ils ont gardé « je suis content d'être avec vous », tu vois. Bon, bref. Et du coup, c'est vraiment se mettre au format YouTube. Ils se disent, plus les vidéos sont courtes. Ouais, c'était ça, clairement. Et c'était pas forcément. C'était pas un choix, tu vois. Je tape pas sur la prod. C'était pas un choix en mode. C'est comme t'as dit. Ils essayaient de faire un truc dynamique pour garder les gens. Et au final, quand on voit la vidéo en tant que quelqu'un qui consomme du YouTube et qui veut fuir la télé, quand tu lances la première vidéo, c'était un peu les plans au drone qui rappellent. J'allais dire les sombres histoires de la télé. Non, mais tu vois, qui rappellent la télé-réalité, la maison, machin. Peut-être, ils ont gardé peut-être les phrases les plus légères. Donc, nous, on voit ça du côté coach. Et on se dit, bah non, nous, on ne veut pas être complice de ça bien avant que toutes les vidéos sortent, en fait. Bien avant que Superflamme, qui a mis le pavé dans la mare, machin, sur Gipsy, Antox, enfin tout le monde, bien avant que toutes ces vidéos sortent, on réagit, on commence à envoyer des mails, sans paniquer plus que ça, parce qu'il n'y avait pas encore eu les vidéos qui étaient tombées. Et on leur dit, bah non, nous, on n'est pas trop chaud pour ça, quoi. On n'est pas trop chaud pour cautionner un truc qui reprend les codes de la télé-réalité. Et la prod est hyper ouverte. Donc quand je dis la prod, c'est même pas le côté commercial en fait, c'est même pas le côté business, c'est même pas le côté prends ton chèque machin, c'est vraiment le côté production vidéo avec qui on est en lien directement, tu vois. Et ils sont hyper ouverts sincèrement, et ils ont dit non effectivement, faut qu'on fasse évoluer le truc. La prise de conscience a été d'autant plus rapide parce que les vidéos ont commencé à tomber, les vidéos critiques. Et que l'émission commençait à avoir une image vraiment pas terrible. Ouais, quand je vois le ratio de pouces gris. Voilà, c'est ça, tu vois, les ratios de dislike étaient hyper importants et tout. Et du coup, Fanta et Webedia et puis la prod ont réagi hyper vite et de manière hyper ouverte à notre lettre qu'on a écrite. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai écrit, validée par mes camarades. Mais on a fait une lettre du coach et puis on a dit, bah voilà, c'était totalement constructif, tu vois, il n'y a pas eu de conflit, mais on leur a dit, bah nous, on préférait quelque chose de plus intelligent, machin.
Surtout qu'on avait repéré sur place qu'il y avait des gens intelligents, qu'il fallait pas donner cette image de je sais pas, de jeunes bêtes qui disent des conneries, tu vois. C'était dommage. On était très frustrés, en fait, entre ce qu'on avait vécu la journée et entre les vidéos qui sortaient. Et ce qui s'est passé, c'est quasiment le lendemain, sur la chaîne Fanta France, a été publié des masterclass par des maîtres de YouTube. On parle de Ludoc, on parle de Jules Fou. On parle de Jules Fou, on parle de Wax. Je suis peut-être en train de dévoiler des vidéos qui sont pas encore sorties. Dr Nozman. C'est des vidéos qui ne font plus 3 minutes rythmées en gardant des trucs légers. C'est des masterclass de 22 minutes qui sont passionnantes. Je veux dire, on sort Fanta de tout ça 2 secondes. Quelqu'un qui veut commencer sur YouTube aujourd'hui, une des vidéos références, je suis désolé de vous l'apprendre, c'est sur la chaîne de Fanta France, c'est les masterclass de Jules Fou. Ils sont hyper intéressantes. Sauf que comme on disait tout à l'heure en début d'interview, j'étais d'ailleurs assez surpris de voir Ludoc Hudson sur. Mais le truc, c'est que. Sur ce genre de chaîne. Qui va faire une vidéo, avec tout le respect que j'ai pour eux, Antox Colaboy, Sir Gipsy qui sont tes amis, ou d'autres, je sais pas, moi, Tsukiyo, Superflame, qui va faire une vidéo pour dire, regardez, maintenant ils font des masterclass de 20 minutes sur comment réaliser une vidéo sur YouTube, qui sont des vidéos hyper intelligentes, qui n'ont rien à voir avec la télé-réalité. C'est sûr que c'est beaucoup plus vendeur de critiquer c'est marrant, négativement. Ça fait un petit peu moins de vues, c'est rigolo quand même. Donc voilà, le mal est fait. Et puis comme je disais tout à l'heure, on disait tout à l'heure en début d'interview que la majorité des gens pensent pas par eux-mêmes. Ce qui est dommage, c'est que tu vois, je te parlais du ratio pouce-gris, c'est toujours le même ratio pouce-gris sur les masterclass. Alors comment on l'explique? Moi je te pose la question, je sais parce pas. que maintenant les gens, je pense qu'ils regardent même plus le contenu. Voilà, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est bon, j'ai fait ma petite BA de la journée. C'est les youtubeurs critiques, on dit que. Donc c'est pouce-gris. Et moi je trouve ça hyper dommage que il y a eu vraiment une vraie beaucoup de choses. Enfin, il n'y avait pas que le côté télé-réalité qui gênait en fait. Il y avait deux choses. Il y avait ça, puis il y avait le côté peut-être Instagram. Oui, alors il y a eu ça aussi. Ouais. Il y a eu ça où c'était celui qui a le plus de followers qui gagnera. Ça, ouais. C'est vrai que ça, pour le coup, c'est vraiment le côté un petit peu chelou. Mais il y avait aussi le côté, c'est Webedia qui finance un peu ça. Webedia qui maintenant s'implante partout sur YouTube, qui va tout racheter. Donc du coup, c'était un petit peu la secte derrière qui faisait peur aussi, j'ai l'impression. Moi, je l'ai vu de l'intérieur, j'ai pas de... Enfin... Ouais, justement, c'est pour ça que je pose la question à quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur et qui pourrait déjà peut-être avoir déjà quand j'ai regardé toutes les vidéos critiques, les mecs ils sont pas informés, enfin surtout qu'ils ont mon numéro, mais c'est dommage. Et c'est con, je veux dire, c'est con de raconter autant de bêtises alors que à la limite, je dis ils ont mon numéro dans le sens où ils pouvaient s'informer, ils avaient la possibilité de le faire et ils l'ont pas fait parce qu'il y avait la possibilité de faire beaucoup de vues rapidement sur un sujet qui bat de buzzer, tu vois. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a des bêtises. Bon, Tsukiyo en première ligne, mais ça c'est un classique. Webedia. Parce que moi, par exemple, je suis chez Mixicom, tu vois, donc Mixicom qui appartient à Webedia aussi. Ouais. Et, c'est pour ça, moi aussi qui vis un petit peu le truc de l'intérieur, qui connaît tout le monde qui bosse chez Mixicom, entre guillemets. Bon, ça m'a un peu étonné qu'on diabolise à ce point-là Webedia. C'est ça, en fait, c'est que moi je le vis de l'intérieur. Qui pourtant permet à tellement de youtubeurs de faire des projets de dingue. C'est ça. Mais en fait, vraiment, Webedia, c'est une espèce, à cause de vidéos de youtubeurs qui ne se renseignent pas, tu vois, c'est devenu une espèce de monstre tentaculaire, alors que derrière, du coup, toi aussi, tu connais les gens qui sont derrière. Ça m'a pas l'air du tout monstrueux, vraiment, vu de l'intérieur, et vraiment, quand je dis que je le vis de l'intérieur, je le vis vraiment de l'intérieur. Je connais les gens qui sont derrière. Quand je te dis qu'on a fait une lettre en tant que coach, qu'on l'a envoyée, et que le lendemain, le format avait changé, qu'à aucun moment, ni Fanta, ni Webedia, ni la prod n'a essayé de négocier pour nous dire non, ils ont été hyper ouverts, que ce soit la marque, que ce soit Webedia, tu vois. Ouais. On n'est pas du tout dans un truc sectaire en mode. Et vous aviez pas des contrats, genre pas le droit de dire du mal de ça aussi? Je sais pas, je l'ai pas lu, c'est pour ça peut-être que. D'accord. Toi, tu signes des contrats sans les lire, toi. Je vais peut-être prendre très cher après cette interview. Non, mais pas du tout. Non, mais vraiment, ça semble, je vais me faire vraiment. Je te jure. Alors, je te jure, j'ai pas envie de te jurer parce que je sais pas, ça se trouve. J'ai une manager, je suis obligé sinon j'ai pas le temps. Ouais. Peut-être qu'elle a signé un contrat pour moi, je ne sais pas. Je crois pas. Vraiment, je crois pas qu'il y ait eu un contrat. Vous n'avez pas signé de contrat pour Fantaxio? Peut-être les autres, oui. Moi, j'ai l'habitude de bosser en toute sincérité. Tu serais étonné. Pas besoin d'avoir un contrat pour être payé, justement. Tu serais. En fait, je suis en contrat aussi comme toi, avec Missy comme moi. J'ai un contrat de. Ah oui, donc techniquement, t'as déjà plus ou moins un contrat avec eux. Voilà. Ok. Voilà. Ça marche. Enfin, je sais pas, ça se passe en toute confiance et rien que le fait que quand il y a un truc qui va pas, tu le dis et ça change le lendemain.
Oui. Tu passes d'un format télé-réalité à un format masterclass le lendemain, et c'est vraiment les deux extrêmes en termes de disons contenu. qu'à la télé, ça se passerait pas comme ça. Non, clairement pas. Donc ça montre que YouTube a encore beaucoup de poids, quoi, et que c'est vraiment différent de la totalement. télé. Mais d'ailleurs, parce que certains arguments, c'était voilà, Webedia qui détient aussi voilà, jeuxvideo.com, tout ça, et qui fait plus ou moins partie du monde de la télé, des grandes entreprises qui s'en foutent de la création, qui sont là juste pour l'argent. Ça va faire de YouTube quelque chose de la télé. Cette mentalité-là fait fuir les gens, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Webedia, ça reste une entreprise qui a ils sont forts en market, donc après, tant mieux pour eux, quoi. Ouais, mais je veux dire, ils ont les moyens, si tu veux, ils ont les moyens de production d'une télé, ils arrivent sur Internet, mais avec toujours l'écoute des youtubeurs, et dans un nombre incalculable de scénarios. Webedia avait peut-être parfois envie de faire des opérations sponsorisées avec tel angle ou telles idées ou tel machin, et Norman, Cyprien, Squeezie, qui sont beaucoup plus Webedia que je le suis, parce qu'ils ont été même, enfin Webedia ou Mixicom, puisqu'ils ont fondé, ils sont anciens actionnaires, anciens actionnaires, et ils sont Webedia est vachement à l'écoute de ces mecs-là, et enfin de moi aussi, même si je suis moins impliqué, mais ils sont vachement à l'écoute dès qu'il y a un problème, ou dès qu'il y a un truc qui va pas, ou dès qu'il y a une mauvaise façon de penser, ou peut-être un truc qui se rapproche trop de la télé. Je peux te dire qu'en interne, ça bouge, tu vois. Ils ont vraiment l'écoute des youtubeurs, parce que s'ils l'avaient pas, ça serait fini depuis longtemps. Oui, quel intérêt ont écouter ceux qui ont l'habitude, ceux qui sont professionnels, quoi. Voilà, mais la preuve, si toi t'es chez Mixicom, c'est le plus bel exemple de. Ça veut dire qu'il y a un minimum d'écoute, j'imagine. Ça veut dire que tu sais que si t'as un problème, tu peux appeler et dire go les gars, t'es pas face à un mur, contrairement peut-être à d'autres networks que je citerai pas, tu vois. C'est clair. Voilà, tu vois, on rigole, mais derrière, moi je sais que j'ai un problème, j'appelle Webedia, je sais pas, j'ai un problème sur ma chaîne, des fois je me suis fait striker à tort, des trucs de droit d'auteur, machin, j'appelle Mixicom, c'est pas pour les défendre, je m'en fous, mais au moins c'est efficace, ça bouge, ils ont l'écoute, ils ont l'oreille des... Moi là où ça m'est utile, c'est pas forcément pour les placements de produits, parce que ma chaîne est pas forcément fait pour, mais ils ont un contrat qui te permet en gros que l'algorithme de YouTube, enfin le robot qui regarde vos vidéos pour voir s'il y a une musique qui correspond à une musique qui est déjà sous droit d'auteur, apparemment ne regarde pas forcément tes vidéos quand tu es sous ce contrat-là. Ah, effectivement. Alors, ça s'appelle un contrat. Ça me permet de mettre des extraits. J'aimerais bien ça. Contrat premium. Oui, c'est ça. Ça me permet de mettre des extraits de télé que si j'étais pas sous ce contrat-là, moi, ma vidéo se ferait striker. Effectivement. Et j'ai absolument besoin d'avoir cet avantage-là pour faire des vidéos documentaires où je monte des extraits de télé. Et je crois pas que je l'aime, moi, ça. Et techniquement, tu vois, je serais en mesure de mettre toute une musique entièrement de, je sais pas, Orelsan, par exemple, sans qu'elle se fasse striker. D'accord. Mais j'avais ça avant. Et pour qu'elle se fasse traquer, il faut que ce soit le mec qui détient les droits, qui strike manuellement, qui remplisse le formulaire manuellement. Oui, il y a quand même un moyen de le faire. Ouais, mais il faudrait par exemple, tu vois, je fais une musique de Madonna pendant 3 minutes, il faudrait que Madonna elle-même ou ses ayants droit arrive sur la vidéo, déjà tombe sur la vidéo et fasse le formulaire. Ça arrive. Enfin, bon. Maintenant ils sont chauds. C'est simple, moi je me suis fait striker au mois de janvier tous les I Believe I Can Fly que j'ai mis dans toute ma chaîne, et je peux te dire. Ah ouais. C'est chaud ça. Donc il y a vraiment l'ayant droit de. Je sais plus comment s'appelle l'artiste, j'ai oublié, mais I Believe I Can Fly, voilà. Tout striké manuellement. Donc t'as réussi à gérer. Non, ils sont toutes démonétisées, je donne de l'argent. Ah, elles sont juste démonétisées. Non, parce que parfois c'est gravement en vidéo, supprimé ou bloqué dans certains pays. Non, attends, il y a de l'argent à se faire. Non. Puis quand c'est comme ça, c'est 100% de l'argent alors que ça dure 3 secondes dans une vidéo. Ça va changer bientôt, je crois. Ah ouais, ça va être un système de pourcentage comme à la SOCEM en fait. Ah, c'est cool. Voilà. Depuis le temps qu'on le demande, ce truc-là. C'est ça. Non mais voilà, FantaXU, je sais pas, il y a énormément de trucs à dire, il y a plein de points critiquables, mais en tout cas, il y a eu pour conclure, je pense, une vraie prise de conscience dont personne n'a parlé, et c'est frustrant. Ouais, c'est frustrant quand tu le vis de l'intérieur, et surtout, derrière les 20 candidats, tu vois, je vais pas spoiler ce qu'on a fait d'autres vidéos qui étaient vraiment sympas et tout, mais en gros ils avaient à faire des courts-métrages en très peu de temps. Je les ai vus bosser, et quand tu les vois bosser, je me disais mais c'est horrible que tout internet pense que ces mecs sont des mecs de télé-réalité, ils sont en train de taffer, de réaliser des courts-métrages, ils sont en train de pitcher, ils étaient hyper sérieux, ils étaient à fond. Et pour te dire, Webedia m'a dit, je sais pas si je peux dire ça, on s'en fout. Webedia m'a dit, ils bossent tellement à la Creativas les candidats que légalement on était obligé de leur dire à un moment les gars vous êtes sous contrat, enfin, c'est un des vrais contrats de travail, les candidats ils sont sous contrat parce que tu peux pas juste mettre des gens dans une maison et allez-y travailler, donc ils sont sous contrat de travail à un moment donné légalement, vous pouvez pas travailler plus tard que ça. Et en fait ils étaient vraiment en train de travailler sur la réalisation des challenges, des heures sup. Clairement. Donc voilà, l'ambiance de l'intérieur est incroyable, la prod réagit vite quand il y a des problèmes.
le résultat est là parce qu'on passe d'un truc télé-réalité à un truc masterclass. Il y a plein d'autres points négatifs à régler. Moi, je peux pas tout faire. Je suis pas non plus le président de FantaXU 2, tu vois. Je suis juste un coach parmi les autres. Je suis le seul à m'exprimer aujourd'hui, mais je veux dire, je sais pas quelles conséquences ça aura. C'est pas grave, au moins c'est dit. Et c'est le maximum d'informations que je puisse vous donner. Il y a d'autres points critiquables. Moi, j'ai accepté le FantaXU parce que la première saison, c'était bien passé aussi. Peut-être que j'ai pas remis en question la première saison parce que c'était très bien passé et que je me suis lancé là-dedans en mode ça va être aussi cool que l'année dernière. Sauf que le format avait changé. Et du coup, j'ai peut-être pas été assez attentif au début. Il y a des choses qui auraient pu être dites avant que ce soit publié, tu vois, je sais pas. Et la récompense de ce concours-là, t'en penses quoi justement ? C'est sur la récompense que j'ai entendu beaucoup de bêtises sur les vidéos critiques, en gros le candidat. Donc encore une fois, pour les gens qui regardent en 2022 là, qui comprennent rien, la récompense, la personne qui va gagner le FantaXU en plus de réaliser la pub. Oui. Si je dis pas de bêtises, en gros est accompagné pendant un an par Webedia pour commencer sur YouTube, quoi. Comme si c'était un contrat avec une maison de disques finalement. C'est ça. Donc là, c'est là que j'ai entendu beaucoup de bêtises parce que j'ai entendu des trucs du type le gagnant sera obligé de faire de la pub pour Fanta pendant un an et tout. Je veux dire, ça rigolait mais tellement fort, parce que j'étais là au moment où ils l'ont appris. Au moment où ils ont entendu cette connerie, je suis pas très au courant de la récompense parce que je suis pas concerné, c'est pas moi qui va être récompensé, c'est un candidat. Mais en gros, il est accompagné par Webedia pour lancer sa chaîne YouTube, j'imagine financièrement, j'imagine qu'il a un contrat de network pendant donc en fait, an. c'est comme s'il signait, comme s'il allait dans le network de Webedia, honnêtement, je sais. Ah, si c'est juste signé avec un network, je sais que c'est pas ça, hein, c'est sûr. C'est pas ça, c'est plus que ça. Bien sûr, c'est obligé. Okay. Mais sinon. Non, parce qu'il y en a certains qui ont dit que voilà, c'était juste pour signer dans un network. Non. Mais oui, c'est des raccourcis très vite fait. Mais encore une fois, ces gens-là avaient mon numéro, ils pouvaient m'appeler. Mais non, c'est beaucoup plus que ça. C'est effectivement, il y a sûrement signé. J'ai pas les infos exactement, mais. Il faut sûrement signer avec Webedia et par contre derrière je pense que tu as un appui budget ou des choses comme ça, un agent. Ouais, mais tu vois bien comment ça se passe. Je pense que c'est plus que ça. Je sais rien, je vais pas m'avancer. Hein, c'est pas moi je travaille pas chez Webedia, mais je pense que le candidat, il peut demander du matos à Webedia pendant un an. Il peut utiliser tous les studios de Webedia pendant un an. Il peut utiliser une équipe de prod. Non, mais ça rigole pas du tout. C'est plus que signer chez un network, en fait. Bien sûr. Je m'y engage. Et s'ils font pas ça, je compenserai moi-même. Tu l'inviteras à la Redbox. Mais non, mais c'est sûr. Non, mais ils sont pas cons. Hein. Faut que la récompense soit belle. Donc non, c'est un truc pas refusable, c'est sûr. C'est-à-dire que si demain on te le propose, c'est sûr tu acceptes parce que au-delà, je sais pas, il y a peut-être un peu d'argent aussi, j'en sais rien, mais je pense que c'est de l'accompagnement, de la prod, des locaux et tout. Enfin, c'est un truc de fou, c'est sûr. Ok. Après, il y avait aussi certaines critiques sur le fait que cette stratégie marketing permet en gros à des jeunes créateurs de bosser pour Fanta gratuitement. Ouais. Bah ça c'est un truc que j'ai pas remis en cause dans le sens où moi j'ai signé la saison 2 parce que la saison 1 c'était bien passé, tu vois. Et ça s'appelle le marketing participatif pour ton information. C'est-à-dire en gros, je l'ai découvert il y a quelques jours, on m'a parlé du terme, parce que moi ça fait longtemps que je suis sorti d'études, j'avais fait des études de marketing communication, mais ça n'existait pas à l'époque. Et en gros c'est dire aux gens, bah voilà, vous participez à un concours autour d'une marque, donc en gros vous faites de la publicité gratuite pour une marque, et on en sélectionne quelques-uns pour faire un truc cool, en gros c'est ça quoi. Ouais. Donc ce côté-là peut déranger, ouais, je l'entends, tu vois, mais moi ce que je vois à la fin c'est que ça permet de détecter des gens qui font des trucs de ouf, vraiment, tu vois. Et en fait, j'arrive pas à trouver d'autres contextes dans lesquels on arriverait à faire sortir du lot des gens talentueux comme il y a parmi les 20, tu vois. Il y a des gens qui sont lourds parmi les 20, on va pas se mentir, tu vois. Ouais. Mais il y a des gens vraiment doués. Et moi, je le fais en fait sans opération sponsorisée, sans marque. J'ai un concours qui s'appelle Amixem Fond Vert, d'accord, où je demande aux gens de créer des vidéos gratuitement. Finalement, c'est pas pour me faire de la pub, c'est pas du tout mon intérêt. Enfin, c'est pas la base du truc. La base du truc, c'est de détecter parmi les milliers de personnes qui me regardent et qui ont envie de créer des gens qui sont bons. Ouais. Et j'ai par exemple détecté sur la dernière vidéo une chaîne qui s'appelle Jelion Real, ils vont venir à la Redbox, ils font des courts-métrages et tout ça avec un trombone et un bout de gomme, tu vois. Et ils sont extrêmement bons. Et ce genre de concours, c'est le seul moyen que je vois pour les trouver, pour les faire émerger et pour leur faire de la pub, tu vois. Un petit peu de visibilité. Mais soyons honnêtes, tu vois, j'y ai jamais pensé, mais en vrai, c'est ce qui se passe. T'as du coup 2000 personnes qui vont participer au concours Amixem Fond Vert, et qui vont du coup, dans leur titre, parce que j'ai demandé ce hashtag-là, j'aurais pu demander hashtag bigorne coquillage, je sais pas. Non, mais j'aurais pu demander n'importe quoi. Bon, j'ai fait Amixem Fond Vert, du coup, ça me fait de la pub gratuitement, j'y ai même pas pensé, tu vois, mais c'est le cas. Et pour le concours du logo aussi.
de la Redbox. Le concours du logo de la Redbox. Putain, c'est marrant que tu parles de ça parce qu'on l'a choisi aujourd'hui. Ah. Ouais. Et ça a été conçu. J'ai reçu le Photoshop ce matin. D'ailleurs, il y avait eu une petite polémique à ce sujet. Oui, bah là, du coup, on tombe dans le débat du travail gratuit, en gros. Ouais. En gros, c'est ça. Ouais. Que je trouve complètement débile et je pense qu'il faut. C'est les gens feignants qui disent ça. Allez, bim. Non, mais je suis désolé. Mais à un moment donné, tu vis dans un monde où c'est que ça. Je pense que les gens qui portent ce discours-là, ils n'ont jamais travaillé dans une agence de communication, ils n'ont jamais travaillé sur Paris, dans les boîtes de prod, où tu te rends compte que c'est que. Par exemple, quand tu travailles dans la publicité ou quand tu travailles dans une agence de communication, tu as 3 ou 4 boîtes qui sont en concurrence, qui ont pour vendredi un PowerPoint à rendre à une marque, par exemple Peugeot, et c'est la meilleure des boîtes qui est prise. Et elles sont pas payées les autres. Et tu as des équipes entières, on parle de dizaines de personnes, de boîtes entières, qui vont taffer pour essayer d'être sélectionnées par Peugeot, c'est qu'un exemple, et point, c'est la vie. Après, tu peux remettre en cause du coup toute la société, le capitalisme, oui, tu vois ce que je veux dire, mais il faut remettre en cause tout, parce que là, juste dire tu travailles gratuitement, mais c'est comme ça que se passe la vie, c'est comme ça que se passe le monde professionnel, en tout cas dans ces métiers-là, malheureusement. Et je peux comprendre que ça crée des situations de précarité, que tu te retrouves à travailler pour rien de temps en temps, mais comment vous croyez que... Et toi, pareil, comment vous croyez que je suis arrivé sur YouTube? Enfin, je veux dire, c'est en travaillant gratuitement pendant des années sans jamais me plaindre. À un moment donné, je peux pas discuter avec ces gens-là parce que je les comprends pas. On est trop loin. On est trop éloigné. Pour remettre dans le contexte, parce que j'imagine qu'il y en a plein qui comprennent pas de quoi on parle, c'était sur Twitter où tu avais plein d'illustrateurs qui t'avaient dit que ton concours où tu incitais les gens à chaque personne à faire un logo, tu choisirais le meilleur, que ce concours-là, en gros, ça incitait à avoir des illustrations gratuitement. Voilà. Et il y avait certains illustrateurs sur Twitter qui avaient dit que voilà, c'était pas... Je crois que leur point, c'était surtout aussi de dire, tu sais, où tu vas avoir une flopée d'amateurs qui vont se lancer dans le truc, dans le concours, qui vont fournir plein de logos et qui vont tuer les vrais pros qui, eux, ont des tarifs et voilà. C'est un peu comme les youtubeurs qui lancent des livres et qui font beaucoup plus de ventes que des vrais auteurs et qui du coup tuent les vrais auteurs. Ce que j'expliquais dans ma FAQ, là, il y a un rapport de force hyper inégal, tu vois. Mais les métiers créatifs aujourd'hui, et je suis bien placé pour en parler, je pense, c'est hyper compliqué d'en sortir, de vivre de souvent une passion en plus. Mais il faut passer par bûcher, tenter et du coup travailler gratuitement. Moi, en tout cas, mon histoire personnelle, elle est comme ça et j'ai travaillé des années gratuitement pour en arriver là. Et ça a marché, ça finit par payer. Maintenant, on vit pas. Il y a un des illustrateurs justement qui m'a répondu, on vit pas de visibilité et d'eau fraîche. Déjà, j'ai jamais dit que je payais la personne en visibilité. Il a jamais été question de ça puisque la personne est payée, tu vois. Mais c'est pour tous les gens qui ont tenté. Effectivement, c'est relativement injuste. Mais je suis pas totalement en mode frontal contre tout ça, tu vois. J'ai quand même, je ferai attention à l'avenir. Je pense que le logo spécifiquement, c'était une mauvaise idée de me faire un espèce de concours. Je pense que c'est quelque chose que je ne referai plus parce que je comprends aussi qu'il y a des gens qui... Et maintenant, pour d'autres projets, j'ai besoin de graphistes. Et en fait, on passe sur Fiverr. Je ne sais pas si tu connais, mais c'est un site sur lequel tu contactes des graphistes en gros. Et tu as des forfaits de recherche. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas payer 70 € ou 100 €, un truc... relativement peu cher par rapport à ce que coûte vraiment un logo, juste pour la phase de recherche créative. Et donc tu vas payer, si tu as besoin d'un logo, une dizaine de personnes à 70 €, et ils vont tous te taffer une recherche artistique, tu vois. Et du coup, là, tu vas pouvoir faire ta sélection parce que tu as 10 personnes que tu as payées juste pour la recherche. Et celui que tu retiens, là, tu le payes pour son logo complet. Okay. Et je trouvais le système intelligent. Mal, ouais. Je trouvais le système hyper intelligent. Et la preuve, c'est que ça, je l'aurais jamais fait. Je serais jamais passé par Fiverr. Je connaissais même pas Fiverr. Si j'avais pas appris de ce qui s'est passé, de la petite polémique qu'il y a eu sur Twitter autour du logo, tu vois. Donc je suis pas non plus complètement pas à l'écoute, mais faut aussi vivre avec son temps et pour avoir vraiment regardé qui était acide et piquant sur ça, c'était quand même des gens qui étaient en freelance et qui pour moi avaient la mauvaise manière de bosser. J'ai été sur leur CV, leur machin et tout par curiosité. Et c'était pas des gens qui étaient en agence, c'était pas des gens qui étaient en poste, c'était pas des gens qui... Voilà. Ouais. Je les respecte, mais c'est tout. Faut vivre avec son temps, les enfants.
Encore une question piquante. Pour ton plus grand plaisir. Yes, je m'en fiche. C'est une question un peu plus personnelle cette fois en plus. Oh là là, piquante et personnelle. Bah, enfin, qui concerne ta chaîne, parce que là c'était une question qui concernait pas ta chaîne. Le watch time va augmenter, hein. Vas-y. Alors, 11e question. Tes miniatures et tes titres de vidéos sont parfois exagérés et pourraient être qualifiés entre guillemets d'aguicheurs. Cette façon de faire semble être devenue une norme sur YouTube et j'aurais ainsi aimé savoir ce que tu en penses. Alors, moi je vois les choses de la manière suivante. T'as ta vidéo, c'est, on va dire, ton œuvre, entre guillemets, mot très fort pour ce que je produis sur ma chaîne, non c'est pas grave, c'est ce que tu sors et ce que tu balances sur internet, d'accord? La vidéo, c'est important ce que je veux dire, elle commence à la première frame et elle finit à la dernière frame. Et il n'y a rien d'autre qui constitue la vidéo. Ni le titre, ni les métadonnées, ni la miniature. Ouais. Donc, parfois, je sors une vidéo, donc de la première à la dernière frame, encore une fois, et elle ne marche pas. Et les retours sont incroyables. Le ratio like-dislike est génial. Et elle fait pas du tout de vues. Là, il y a une grosse frustration qui se crée, qui est tout à fait naturelle, puisque tu es sûr de ton contenu, tu en étais sûr avant de la publier, effectivement, les retours sont en phase avec ce que tu pensais, et ça ne fait pas du tout de vues. Là, rentre en jeu autre chose, sauf que les gens l'assimilent, ils pensent que le titre et la miniature fait partie de la vidéo, mais c'est vraiment faux. Pour moi, le titre et la miniature, ça appartient plutôt à tout ce qui est un post réseau social, c'est ce qui va faire l'emballage, tu vois. Une vitrine, ouais. Voilà. Donc, moi, le but, c'est que l'audience soit le plus en phase possible avec le travail que ça a fourni, peut-être avec les euros que j'ai sortis pour que cette vidéo voit le jour, que les mois de travail qui ont été passés ne soient pas non rémunérés, un petit peu comme les concours logo Redbox. Bref. Donc, améliorer le... Moi, c'est ce que je fais souvent. C'est-à-dire que si je suis dans ce cas-là, enfin, assez souvent, ça m'arrive, je sais pas, on va dire 5 fois par an, je vais changer le titre ou la miniature pour le rendre plus aguicheur parce que je suis sûr de mon contenu derrière. Tu vois, je suis sûr que ça va plaire enfin je suis sûr, ça fait jamais l'unanimité, mais je suis sûr que c'est une bonne vidéo. Tu vois, ma vidéo sous-marin, c'est un très bon exemple. La vidéo sous-marin, j'avais mis je sais plus quoi comme titre ou comme miniature, où en fait, la vignette, la miniature, quand tu la regardes sur YouTube, on me voyait dans le sous-marin, mais de côté, et au final, quand tu la regardes comme ça, j'aime bien regarder les miniatures de loin, t'avais l'impression que c'était juste un truc bleu, avec un mec dedans vraiment au loin, t'avais pas du tout envie d'y aller, alors que je trouve la vidéo intéressante. Tu vas quand même vlogger dans un sous-marin, montrer des fonds marins qui sont jamais filmés parce que les plongeurs peuvent pas aller aussi profond. Enfin bref, j'étais content de ma vidéo. Et là je me dis bah non, là il y a un problème. Et effectivement la photo était mal prise, donc je re-regarde parmi les photos que j'avais, je la change et flèche rouge. Parce que on voyait pas en fait que j'étais dans le sous-marin, tu vois. Et je me dis si je mets une flèche rouge, ou c'était une flèche verte je crois, on s'en fout. Ça attire l'attention sur je vis le truc, je suis dans le sous-marin les gars, tu vois. C'était pas juste flèche rouge lol putaclic quoi. Et puis le titre aussi je l'avais changé, c'est pourquoi. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est une vidéo, je t'en ai parlé tout à l'heure, hein, qui a coûté cher, qui était financée, qui a nécessité une semaine d'aller-retour machin bidule. Et c'est hyper décevant de voir qu'elle rencontre pas les vues qu'elle devrait avoir, alors que derrière l'accueil est là, tu vois. Ouais. Donc du coup, je prends la décision de changer la miniature, de la rendre plus aguicheur. Donc ça passe d'un truc style, je dis n'importe quoi, hein. Ça passe d'un truc style exploration des fonds marins à je vlog dans un sous-marin point d'exclamation au niveau du titre. Et au niveau de la miniature, un mauvais cadre avec le sous-marin de côté sans flèche rouge à un truc de face dans le hublot avec ma tête et puis une flèche rouge sur ma tête pour attirer, pour dire je suis dans le sous-marin les gars, c'est vraiment pour de vrai. C'est pas, voilà. Voilà comment ça se passe. Après c'est vrai que en fait j'en joue beaucoup. En fait cette image de youtubeur putaclic, c'est aussi parce que j'en rigole beaucoup et que c'est devenu une vanne un petit peu, je sais pas comment dire. Est-ce que tu dirais que tu fais du putaclic par exemple? Non, bah, le putaclic c'est clairement je vlog dans un sous-marin et puis quand tu cliques dessus c'est en fait un jeu vidéo. Ouais, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est un sous-marin en carton sur ton parking, j'en sais rien, c'est une vanne. Ouais, c'est totalement, c'est déceptif. Déceptif. Je pense que la frontière entre putaclic ou pas, c'est à partir du moment où le mec il est venu pour un concept, je vlog dans un sous-marin, il clique, et à aucun moment tu vlogs dans un sous-marin en fait, t'es juste en train de faire je sais pas quoi, tu vois. Là, à partir du moment où il y a déception. Je me suis fait arrêter par les flics, en fait c'est un vlog, et puis pendant 2 secondes tu te passes les menottes dans un magasin d'accessoires. Voilà, clairement. À partir du moment où l'abonné est déçu, il est venu pour un concept qui t'a été amené par un titre et une miniature, et que c'est pas ce qu'il a rencontré,
dans la vidéo, c'est putaclic. Parce que les gens associent, tu vois, le côté titre en majuscule, flèche rouge, peut-être comme ça, à du putaclic. Ouais, mais moi, ça c'est pas du putaclic. Bah non, putaclic, il y a le côté déceptif. Aguicheur est un autre mot, tu l'as utilisé le mot aguicheur. C'est pour ça que j'ai pas utilisé le mot putaclic. Non, putaclic, il y a le côté déceptif. Par contre, moi, je fais des titres aguicheurs parce que j'ai envie que l'audience rencontre le concept que j'ai pitché, tu vois. D'accord. Mais après, du coup, j'en reviens à ma question. Le problème, c'est que du coup, si tu veux être... Enfin, j'aime pas utiliser le mot concurrence, mais si tu veux avoir le même impact que tes collègues YouTube qui utilisent la même méthode que toi, tout le monde commence à se mettre à des vidéos où, voilà, tous les titres maintenant sur YouTube sont en majuscules. Je dois être l'un des derniers à faire des titres en minuscules, d'ailleurs. Et tout le monde se met avec des têtes ébahies et des flèches rouges partout. Tu veux une grosse info? Je te fais une petite pause. Tu veux une grosse info? Google nous a récemment dit que... A priori, les titres en majuscules, c'était bientôt fini et qu'on allait tous passer aux minuscules. Ah, c'est bien ça. Alors, je sais pas. Écoute, j'étais en avance sur mon époque. Je sais pas, c'est Google France, alors je sais pas ce que ça vaut, mais je trouvais que c'était cool. Parce que, comme tu dis, il y a une escalade en fait. Tu dois t'aligner en fait à ton environnement. Toi, tu vois tes concurrents, tes collègues et tes concurrents en même temps, comme ton environnement, et tu dois t'adapter à ton environnement, tu vois. Comme je disais, vivre avec son temps tout à l'heure, c'est pareil pour les logos Redbox. Allez, il en repasse une petite, mais non, mais tu vois, c'est ça, faut vivre avec son environnement, faut s'adapter. Mais parfois, tu vois, il y a Lucas qui avait poussé des coups de gueule sur le fait qu'il fallait arrêter de demander des pouces bleus en début de vidéo. Il y avait Cyril qui avait suivi. Et en voyant ces vidéos, moi je m'étais remis en question, je m'étais dit bah merde, c'est vrai que mon intro que je regarde même plus, à laquelle je pense même plus, qui demandait des pouces bleus, et je m'étais dit mais en fait c'est vrai que déjà ça sert plus à rien. L'algorithme a sûrement changé, mon intro qui demande des pouces bleus, elle sert à rien, je l'ai viré, et au final on est tous redescendus, tu vois, c'est-à-dire que c'est parti de 2-3 critiques de 2-3 youtubeurs, qui étaient hyper saines, et du coup tout le monde a arrêté de demander des pouces bleus en début de vidéo. Donc ça se régule quand même aussi vers le bas, tu vois, c'est pas qu'une escalade à comment je vais attirer les gens, tu vois. C'est qu'on a quand même, j'en fais pas partie du coup, mais les gens qui ont critiqué l'appel de pouces bleus dès le début de la vidéo, ils ont réussi à faire redescendre tout le monde, tu vois. Et moi-même, tu vois, je me suis dit, bah oui, ça sert à rien, ça apporte rien, et mes vidéos se portent aussi bien depuis que je demande pas de pouces bleus. Je le demande en fin de vidéo si les gens ont apprécié, mais voilà. Là les youtubeurs critiques entrent en jeu aussi. C'est important de dire ça me fait chier, tu sais, c'est un petit peu des ambassadeurs de viewers finalement. Et puis c'est un peu les présidents d'assos de viewers. Ouais, c'est les syndicats, Non, mais c'est bien, ça fait du coup, là pour le coup, c'est une vraie utilité. Et puis nous, on en prend compte derrière et puis on change, tu vois. Ouais, après tu vois, moi je me mets à la place d'un viewer qui voit des miniatures aguicheuses H24. Si à un moment, quand il scrolle sur sa liste d'abonnements, il voit une miniature qui est pas forcément aguicheuse, bah je sais pas, il va peut-être même pas voir qu'il y a cette vidéo là, parce que son esprit est programmé pour voir des miniatures aguicheuses. Tu vois. On est responsable. Et les gens qui veulent pas faire ce genre de miniature, au final s'en trouvent obligés de le faire ou périssent dans les fins fonds de YouTube. Non mais enfin voilà, parfois t'es obligé quoi. Pour suivre ou pour survivre, je dirais même. Sans parler d'aguicheur de putaclic, mais juste des fois il y a des titres mal choisis et bien choisis, on est d'accord. Je sais pas comment tu vas appeler cette vidéo, mais j'en sais rien. Une vidéo, tu vas lui trouver un titre, on va dire que tu fais un travail peut-être plus proche du travail de journalisme. Le journaliste, quand il écrit son papier, que ce soit en édito ou en radio ou je sais pas quoi, il va chercher un titre. On est d'accord. C'est super dur parfois à trouver d'ailleurs. Mais d'ailleurs, là, la frontière avec aguicheur ou pas aguicheur, elle est hyper ténue encore une fois, parce que un mauvais titre va pas faire d'audience, va pas ramener de lecteurs, et un bon titre va en ramener. Moi, je pense pas. Je pense qu'il est possible de se débrouiller sans respecter les codes de la plateforme, qui sont titres en majuscule, miniature simple, épurée, avec une action, voilà. Je pense que tu peux sortir de ça et quand même faire un truc intelligent qui appelle le viewer, tu vois. Preuve en est que moi, je regarde des trucs tout pétés, je veux dire, des miniatures et des titres tout pétés, mais tellement bien choisis. Et d'ailleurs, des fois, quand tu te promènes sur YouTube, tu vois des vidéos à 12, 15, 20 millions de vues et le titre est en minuscule et c'est juste un tout petite action simple, une conférence d'un mec, hein, tu sens qu'il y a un intérêt qui est clair et t'as envie d'y aller parce que ça t'intéresse quoi. Donc je suis presque ça t'incite même plus à aller voir la vidéo parce que le truc est pas putaclic et pourtant on fait plein de vues, tu vois. Tu sens déjà l'authenticité du truc, tu vois, tu sens l'authenticité. Il y a un truc qui doit être bien là-dedans. Voilà. Si ça fait autant de vues et que c'est pas putaclic, c'est quelque chose,
Mais ouais, voilà, bah écoute, moi je... Non mais je vois par exemple avec Qui Penser, qui fait pas de miniature, enfin lui vraiment, parfois c'est juste un objet sur fond bleu, et c'est juste le titre qui résume, enfin, qui décrit simplement l'objet en question ou la matière en question. Je vois qu'il fait quand même ses vues. Donc exactement, j'allais le prendre un exemple, parce que lui, niveau titre et miniature avec Disher, il est quand même pas au top. Je veux dire, tant mieux pour lui, et ça marche pourtant bien. Et ça marche plutôt bien, c'est cool. Deuxième question, dernière question. Comment vois-tu ton avenir et celui de ta chaîne YouTube dans les 5 prochaines années? Comme on a dit tout à l'heure, vu qu'il y a la Redbox, j'espère que je serai encore là, parce que sinon ça va être compliqué. Ouais. J'espère que je vais peut-être trouver d'autres manières de financement qui soient peut-être moins contraignantes. Autre que les opérations sponsorisées. Okay. Ouais. Je sais pas encore quoi, je sais pas encore comment, je commence à avoir des petites pistes, mais voilà. Peut-être des choses un peu moins contraignantes. Dans 5 ans, je pense que... J'espère pouvoir arriver, c'est plutôt ça, je sais pas comment je serai, mais j'espère pouvoir arriver à... 5 ans, c'est beaucoup quand même, hein, t'es dur. Mais bon, ok, en admettant que je suis toujours sur YouTube, j'espère arriver à un fonctionnement dans lequel je peux vraiment sortir des projets qui me prennent 3 ou 4 mois à écrire, ou plus, à la Antoine Daniel, si tu veux, où je sors une vidéo que j'ai vraiment peaufinée, que j'ai travaillé, j'ai mis le temps que je voulais dessus pour qu'elle sorte, sans forcément respecter une ligne édito hyper régulière, tu vois, comme je fais aujourd'hui. J'espère qu'un jour j'aurai acquis la liberté de pouvoir me dire ok, là on se pose sur un projet pendant 3 mois, on fait un court-métrage, on fait une série. Donc pas de vidéo pendant 3 mois du coup. Bah c'est pas vouloir ne pas faire de vidéo pendant 3 mois, c'est avoir entre guillemets le luxe de se dire là on s'arrête pendant 3 mois pour faire un truc incroyable, tu vois. Voilà, ça ce serait classe, ce serait bien, tu vois. C'est dur sur YouTube de pas faire de contenu pendant 3 mois parce que t'es vite oublié sur YouTube. Totalement. Je sais pas, non. Bon, il y a des contre-exemples avec Antoine Daniel, Mathieu Sommet, c'est sûr, mais j'ai l'impression que les gens t'oublient vite. Enfin, ça dépend des YouTubeurs. Je sais pas. C'est très intéressant parce que du coup, moi, ça fait quand même 3 ans ou 4 ans que je publie presque tout le temps. Donc, ce serait intéressant de voir comment se passe une longue pause sur ma chaîne. C'est qui lui? Bah, je vois Diablo X9 qui a fait une pause lui c'était 2 ans même, ou 1 an, je sais plus. Il a fait 13 comebacks. Ouais. Mais ces comebacks, à chaque fois qu'il revenait, il y avait... Waouh, il revient quand même. Après, ça redescendait. Moi, je trouve qu'il faisait plus du tout ses vues quand il est revenu. Je suis d'accord avec toi. Ses premières vidéos où il dit je reviens, ok, là t'as eu 1 million. Oui, mais comme quoi, la tension est encore là, tu vois ce que je veux dire. Après, si ça descend, c'est parce que son contenu n'est pas adapté et qu'il apparaît peut-être se remettre en question, je sais pas. Voilà. Je t'adore, Benoît. Non, mais je pense que la tension était toujours là. La preuve, c'est que ces vidéos comeback, elles marchaient bien. Tu vois. Je pense que c'est un bon exemple pour illustrer que même quand tu t'absentes pendant longtemps, les gens vont quand même dire qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, ok, ça va, c'est toujours bien. Ou c'est pourri, je m'en vais. Ouais. Mais en tout cas, c'est risqué. Moi, enfin, il y a un truc aussi hyper important parce qu'on fait entre les youtubeurs, on fait le même métier, mais pas vraiment le même métier. Tu vois, un mec comme Cyprien, par exemple, s'il rate une vidéo, s'il bide sur une vidéo. Il en a déjà supprimé une il n'y a pas si longtemps que ça, là, un sketch sur je sais plus quoi. Bref, il a dû la supprimer parce qu'elle marchait vraiment pas. Avant que la prochaine arrive, il va s'écouler quand même pas mal de temps. C'est hyper risqué parce que du coup, il a une ligne édito très espacée. Donc, c'est stressant pour les gens qui fonctionnent comme Cyprien ou comme Antoine Daniel. Antoine Daniel, c'est encore pire. Le mec, il a une putain de pression, il y a tout le monde qui lui demande tous les 4 matins quand est-ce que What the Cut revient. Il arrive avec son format, il faut que ce soit, et puis il met toujours la barre de plus en plus haut. Pareil pour le Rire Jaune avec qui j'avais discuté, et c'est vrai qu'il fait des vidéos incroyables, il a une facilité d'écriture de ouf, il met la barre hyper haut, et du coup, s'il se rate, la prochaine vidéo ce sera que dans 1 mois, donc c'est vraiment difficile. Alors que nous autres, les mainstream, non mais qui publions peut-être plus rapidement, tout ça, si je bide, je vais pas te mentir, s'il y a une vidéo qui bide, je vais me dire ok, bah je sais pas, j'ai ma vidéo sous-marin, je sais qu'elle est là en attente, elle va bientôt arriver, ça va pas nécessiter 1 mois avant qu'il y ait une nouvelle vidéo, donc la vidéo qui bide, je vais me dire bon bah tant pis, on la met, hop là, on balaye un peu, c'est pas grave. C'est plus rassurant, tu vois. Ouais, c'est sûr. Puis j'ai l'impression que l'algorithme de YouTube avantage un peu plus les youtubeurs qui font plus de vidéos. Je pense que c'était vrai à une époque, et maintenant je sais pas, mais moins, j'ai l'impression moins quand même. On a eu une ascension de youtubeurs qui faisaient une vidéo par jour, voilà, mais c'est complètement fini. explosé, voilà, genre c'est pour ça que Pierre Cross, tout ça. Ouais, mais même pire que ça, Pierre Cross ça va, parce qu'il y a 13, Pierre Cross a eu sa période, une par jour, je trouve
trouve ça va quand même, mais si on T'en parle as 2 par jour. des GTA 6 par jour, tu les connais ceux-là? GTA 6 par oui. jour. Et on parle de youtubeurs qui étaient dans le top 10 français, tu vois. Ah ouais. Ah, mais con, je suis passé à côté de ça. Ah non, à l'époque GTA, il y avait plusieurs, mais encore maintenant. 10 par jour, mais comment c'est physiquement possible? 6 par jour. Ah non, bah on parle de 0 montage, on parle de pas de facecam, on parle de juste on. Et ça marchait bien? Ah ouais, c'était du 200-300 000 vues par vidéo, x 6 par jour. Oh là là. Là, on était, et là c'était l'époque où l'algorithme était en mode il faut publier le maximum possible, tu vois, ça se voyait quoi. Et maintenant c'est fini, c'est pour ça que je dis que c'est moins le cas maintenant. Ok. Je pense, enfin, selon, parce que des fois j'ai des rendez-vous avec Google, c'est une espèce de channel manager, je sais pas quoi, il donne des conseils, c'est toujours bon à prendre, alors je le fais, tu vois, ça coûte rien. Et puis pendant 1 heure ou 2, il te dit ce qui va pas sur ta chaîne, machin. Et donc j'étais en rendez-vous avec ce mec chez Google, et il me disait que le plus important sur une chaîne, c'est la régularité. Mais donc la régularité, ça veut pas dire, ça peut être une fois tous les mois. Mais si tu loupes un mois, par contre, là YouTube te rate pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Voilà, faut avoir une fréquence à laquelle tu te tiens. À partir du moment où tu imposes un rythme, il faut le tenir. Quoi. Voilà. Et ceux qui n'ont pas de rythme, du coup, sont c'est ça. À partir du moment où ça passe 3 mois, 2 mois, 1 mois, ça perd trop les gens, je pense, et du coup, l'algorithme se dit... Parce que moi, tu vois, de mon côté, je suis plus du genre à je poste la vidéo une fois qu'elle est finie, je respecte pas de date, tu vois. Donc, mais après, après, suivant le temps qu'elle me prend, ça peut être 2 mois plus tard ou 1 mois plus tard. Parfois, il y a des vidéos. Ça marche quand même. Bah, la dernière vidéo que j'ai faite a bidé à mort, mais... mais sinon, ça va. Oui, donc pour en revenir, donc tu penses que tu pourras toujours vivre de YouTube déjà dans 5 ans Ça, c'est la grande question que tous les youtubeurs se posent. Ça sert du tout. Ça peut aller très vite dans les deux sens. Et quand donc, tu vois tous les problèmes qu'il y a avec la monétisation, mais bon. Moi déjà, je me suis toujours dit, on parlait des placements produits. Je me suis toujours dit, je veux pas du tout être dépendant de la vraie YouTube Money, c'est-à-dire celle qui vient des publicités qui avant les vidéos, parce qu'elle est trop comme ça. Elle est totalement rattachée à Google, qui est une entreprise, et je sais pas si Google sera encore là à un moment donné, donc je veux pas baser tous mes projets sur ça, parce que c'est de l'argent qui est trop aléatoire, en fait, les revenus sont pas stables du tout, et c'est pour ça que les placements produits, au moins, ça permet d'avoir de la réserve, et de la casser quand t'as un projet, d'en refaire, mais... Voilà, c'est pour ça aussi que tu as des youtubeurs qui se diversifient pas mal sur d'autres aspects, genre ils sortent des livres, des t-shirts, des choses comme ça, d'autres sources de revenus en fait. Ouais, tout à fait. Mais c'est ces pistes-là que j'explorais, mais plutôt en remplacement des OP sponsors, pas en complément, tu vois. Ok, très bien. Et bah c'était la dernière question. Merci pour avoir répondu à toutes ces questions. Merci. Donc vous trouverez dans la description le lien vers la chaîne d'Amixon, mais bon, je pense que vous le connaissez déjà. Ainsi qu'en cliquant sur la fiche qui s'active en haut à droite ou gauche, ça dépend pour vous. Ouais, voilà. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Et nous on se quitte sur ça, et je te laisse le mot de la fin. Ah d'accord, tu me prends totalement Voilà, c'était le mot de la fin. Eh bien, peu importe qui vous suivez sur YouTube, parce que vous avez le droit de suivre des youtubeurs mainstream pour rigoler, pour poser son cerveau, et puis des youtubeurs intelligents comme Absol Vidéo à côté. C'est à vous de construire votre YouTube. Vous pouvez construire un YouTube à votre image. Si vous consommez des contenus intelligents, vous aurez des propositions intelligentes de la part de YouTube. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont conscience de ça. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah ouais, mais moi, c'est toujours mis en avant, je sais pas, Amixem, il me saoule toujours en homepage et tout ça. » Si vous consommez des trucs, voilà, si tu parlais de Thinkerview, ou si vous regardez Absol, ou si vous regardez plein d'autres trucs, des trucs scientifiques, machin, vous aurez que des recommandations comme ça. Donc construisez votre propre YouTube et vos propres recommandations. Et il y a encore moyen, en 2018, de fuir ce que vous fuyez sur la télévision. C'est très beau. Oh merci, voilà. C'est gentil. Et ben on va se quitter sur ces bonnes paroles. Je vous dis à très vite. Salut tout le monde. Salut.